Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire TerraScience. Nous sommes en compagnie du docteur Stéphane Résimond qui va nous parler de l'hypothyroïdie. Je vous rappelle donc que ce webinaire sera suivi d'une session questions-réponses. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions pendant la présentation en cliquant sur le petit pictogramme Q et R en bas de votre écran et nous les traiterons donc au fur et à mesure à la fin du webinaire. Stéphane, je te laisse la parole. Bonjour à tous et toutes, merci d'assister à cette conférence web. Alors, je peux vous promettre que je vais vous faire part de choses très originales qui sont malheureusement méconnues au sujet de la thyroïde et qui mériteraient d'être connues parce que ça a une incidence évidente dans la prise en charge de nos patients pour des pathologies très, très diverses et un peu inattendues. Alors, je commence par la dernière diapo de ma conférence. Il est risible la façon dont on prend en charge en moyenne l'hypothyroïdie actuellement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que 99 personnes sur 100 en hypothyroïdie sont maltraitées, sous-traitées, non traitées, et ça a des incidences cardiovasculaires, cancéro, dépressives, immunitaires, digestives qui sont colossales. Alors, je vais repasser à la première diapo. Alors, plutôt que de faire ce qui se fait toujours, il y a les mêmes choses au niveau de la thyroïde. Je vais vraiment aller dans l'originalité ici, mais une originalité qui est vraiment, qui va être très, très utile et très pratique pour les thérapeutes, qu'ils soient médecins, non médecins, naturopathes, holistiques. Alors, il est vraiment scandaleux donc de voir l'état des patients en hypothyroïdie traités par des T4 avec des dosages TSH dans la norme et on dit que tout va bien. Ici en Belgique, je reçois des autocars, pour ne pas dire des trains de patients venant de France. Enfin, il n'y a pas que moi, il y a mes collègues également, à cause de ces mauvais traitements par T4. Donc, ça s'appelle TCAPS, ça s'appelle Levothyrox, ça s'appelle L-thyroxine, ça s'appelle le Thyrox. Tout ça, c'est dans le même sac. Il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'est l'objet d'une conférence que j'ai fait il y a plusieurs années pour TerraScience. Et puis, voilà, le scandale ATSH, on va en reparler. Alors ici, je vais vous parler de choses très originales. Hypothyroïdie et Covid. Eh bien oui, une hypothyroïdie est une des causes de Covid mortel, tout comme le manque de cortisol, tout comme le manque de vitamine D, de zinc, etc. etc. Je vais vous parler de la relation thyroïde-intestin. Mais intestin au sens large, je parlerai également du foie de la vésicule biliaire. Hein. Pourquoi tant de jeunes actuellement de 20, 22, 25 ans subissent des cholécystectomies? Simplement, ils ont un ralentissement du flux biliaire qui donne lieu à des lithiases. Le cholestérol, qui dans 95% des cas, cholestérol LDL élevé, relève d'un traitement thyroïdien et pas du tout d'un traitement par statine. La fibromyalgie, donc moi j'ai un énorme recrutement fibro depuis quand même une douzaine d'années, puisqu'une fibro, ça se guérit aisément en quelques semaines, voire quelques mois, sauf si on se trompe avec un syndrome de l'air dans l'os ou un Lyme. Et 100% des fibros sont en hypothyroïdie, on le verra tout à l'heure. Migraine, ben oui, les migraines, ça se traite avec des antimigraineux, des antidouleurs, des anti-inflammatoires. Une migraine, il faut traiter la cause de la migraine, on en reparlera abondamment. Psychisme, ben, il y a une relation très étroite puisque 50% des patients en dépression sont en hypothyroïdie. Hein, le ralentissement du cerveau, le ralentissement de la synthèse des neurotransmetteurs est lié à un hypométabolisme thyroïdien. Alors, l'homocystine, eh ben, ce n'est pas que la B6, la B5, la B12. L'homocystine, c'est également la testo, les oestrogènes et la T3. On en parlera tout à l'heure. Les enfants hyperactifs, hein, que de jeunes patients m'ont dit en consultation, mes docteurs, quand j'arrête de bouger à l'école, je m'endors et on les traite par amphétamine, hein, par ecstasy, donc Ritaline en France, Rilatine en Belgique. La fertilité, ben, histoire vécue moi-même, j'en reparlerai tout à l'heure. Hein, après 5 fausses couches, mon ex est tombé enceinte quand j'ai traité sa thyroïde. Et j'ai plein de patients qui sont dans cet état-là. Et également le lien accumulation de graisse et d'eau dans la base de l'encre, responsabilité du sommeil, qu'on traite par CIPA. Et également le lien avec les hormones féminines, puisque, comme vous le savez, la plupart des hypothyroïdiens sont des femmes, liées au manque de progestérone qui survient inévitablement dès qu'on a 30-35 ans. C'est là que les ovaires commencent à vieillir et qu'il faut prendre en charge ces signes cliniques. Alors, je vais quand même rappeler quelques notions de base en vitesse, mais je vais mettre le biturbo en place parce que ce n'est pas le but du séminaire ici, mais pour ceux qui auraient des carences dans leur connaissance en physiologie thyroïdienne, j'ai besoin de montrer 3-4 diapos. Alors, tout d'abord, voilà, donc ça, j'en vois tous les jours des patientes ou des patients comme ça, fatigués, dépressifs, frileuses, en surpoids, perte de cheveux, et on leur a dit que leur TSH était normal et que tout allait bien, madame. Euh, alors, il faut savoir que la T4 est une hormone inactive ou quasiment inactive, et cette T4, elle est sécrétée par la thyroïde. La thyroïde sécrète très peu de T3, donc c'est sous la T4, et cette T4 a besoin
pour devenir T3 de progestérone. Eh bien oui, il y a une relation avec les hormones féminines, de fer, de zinc, de sélénium, de B12, de magnésium. Et malheureusement, si on s'intéresse au taux santé et pas au taux figurance à la colonne de droite des prises de sang, surtout pas regarder une prise de sang en faisant un mouvement de gauche à droite avec la tête en regardant qu'est-ce que le labo nous dit. Ces valeurs de la colonne de droite ne sont pas des valeurs santé, c'est des taux statistiques. 90% des personnes actuellement sont en carence de magnésium. Dès qu'on transpire pour faire du sport, c'est 100%. La B12, 80% des moins de 50 ans, 90% des plus de 50 ans sont en manque de B12. Les 100% des patients sous IPP végétaliens sont en manque de B12. Le sélénium, très pauvre dans nos sols en Europe, 80 à 90% de carence. Le zinc, même chose. Et c'est assez étonnant hein, puisque 80% des Covid perdent le goût l'odorat, mais c'est simple, le zinc qui sert à goûter, à sentir, est pris pour arrêter le virus, et s'il n'est plus là pour les organes du goût de l'odorat. Molybdène, manganèse, c'est moins important. La ferritine, évidemment, jamais donner de fer tant qu'on n'a pas un dosage, mais la ferritine, vous savez que donner du fer à quelqu'un qui manque de fer est d'une stupidité extrême, il faut trouver la cause du problème. Ça peut être des règles abondantes, ça peut être un intestin imperméable, ça peut être un régime dépourvu. Et la progestérone, évidemment, il faut y penser chez toute femme en hypothyroïdie, puisque sans progestérone, on dit hypothyroïdien. Et donc, toutes ces femmes ont pris une pause entre l'âge de 30 et 50 ans en moyenne. Si on ne règle pas leur hormones féminines, on ne sépare leur thyroïde non plus. Désolé, j'ai un peu vite pour les premières diapos, j'irai plus lentement après. La T3 dans le sang, c'est une super idée de l'avoir, mais il faut qu'elle rentre dans la cellule pour agir sur un récepteur qui est cytoplasmique, hein, qui va être intégré dans le noyau pour agir sur le DNA. Et il faut de la vitamine D. Donc, sans vitamine D, la T3 se désespère, file dans les toilettes et tant pis pour le patient. Donc, même avoir un taux de T3 au niveau sanguin, ce n'est pas encore gagné. Il faut encore qu'il y ait une synésine cellulaire qui dépend de la vitamine D. Le récepteur de la vitamine D nécessite également de la vitamine A. Une vitamine D sans vitamine A, ça ne sert à rien, du moins pour le signal cellulaire. Il faut également qu'il y ait assez d'oméga 3. Je pourrais ajouter aussi d'oméga 6, j'ai là déjà là. S'il y a une mauvaise flore, dysbiose, les cytokines peuvent bloquer le récepteur, donc c'est une cause d'hypothyroïdie, une dysbiose intestinale, et également un excès de reverse T3. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a le régime hyperprotéiné, etc., qui entraîne une hausse de reverse T3. Alors, donc en gros, moi je dis toujours donner de la T4, donc lévothyrox, L-thyroxine, ou faire une prière à Lourdes, on a à peu près le même effet. Ça marche, paraît-il que ça marche de temps en temps. J'en vois en effet de temps en temps qui sont bien avec ça, mais c'est 1 ou 2 patients par an, extrait des centaines de patients que je vois. Donc, traitement par T4, ça ne marche pas. Pour des tas de raisons que je viens d'évoquer, manque de transformation de T4 en T3, non cellulaire. Donc, si quelqu'un a presque la T4, je veux bien, mais il faut qu'il dose, qu'il voit cliniquement si c'est le magnésium, le zinc, le sélénium, les oméga 3, la flore, qui le fait? Personne. Même les endocrinos hospitaliers, chefs de clinique, ne le font pas. Voilà. Alors, perso, je suis en hypothyroïdie depuis 35 ans parce que mes parents ont eu la bonne idée de donner du fluor quand j'étais gosse. Mon fluor est toujours la manière de rentre pas, c'est une vue de l'esprit. Hein. Le brome, protecteur de flamme, les coussins sur lesquels vous êtes peut-être assis, en vous levant, vous rasseyant, il reprend du brome qui en sort, ça bloque votre thyroïde. Alors, il y a également les métaux lourds, hein, plomb, mercure, cadmium, phtalate et le nickel. Hein, j'appelle ça des patients téphales, hein, pas de téphales rayées avec des nickels élevés dans le sang. Bon. Alors, comment est-ce qu'on diagnostique l'hypothyroïdie? En posant des questions. Ça prend peut-être 5 à 10 minutes. Madame, est-ce que vous êtes frileuse? Oui, c'est fini, on peut arrêter le questionnaire. Là, il est en hypothyroïdie. Il n'y a rien d'autre de la frilosité que l'hypothyroïdie. Est-ce que le matin, vous avez une rétention dans le visage, myxodème facial, les yeux gonflés, les paupières gonflées? Oui, c'est fait. Là également, alors, il y a plein d'autres signes hein, qui sont les courbatures musculaires relevées, rétention d'eau dans les fascias musculaires, que certains qualifient de fibromyalgie, puisqu'on a des trigger points positifs. Et bon, c'est facile de dire à un patient que c'est la fibro, alors que c'est une hypothyroïdie par rétention d'eau dans les fascias. Donc, il y a des signes typiques qui sont la rétention d'eau dans le visage, qui sont les courbatures relevées qui s'estompent, les doigts gonflés, on met sa bague seulement vers 11 h du matin avant de ne sait pas la mettre, la frilosité. Dès que le patient a ces signes-là, il est en hypo et on s'en fout complètement des signes de la TSH, même de la T4, même de la T3. C'est la clinique qui compte pour la prise en charge de la thyroïde. Alors, loin de moi l'idée de vouloir faire croire qu'il faut toujours des hormones thyroïdiennes en cas d'hypothyroïdie. Pas du tout. Il y a des hypothyroïdies carentielles, hein, par manque de magnésium, B12, fer, etc., ou par manque de signalement cellulaire. Mais je dirais c'est la grande minorité des cas. Et donc, malheureusement, quand il y a plus que 5 à 6 à 10 hypothyroïdies, il est rarissime de pouvoir
résoudre le problème sans hormones thyroïdiennes ou sans extrait thyroïdien, comme on a dans le GTA. Alors, enfin, je vous laisse lire la diapo. Hein, donc là, alors, je vais quand même parler très brièvement de l'iode. Donc, l'iode plus tyrosine, ça donne T4. Alors, l'iode, ce n'est pas que la thyroïde. Même en cas de thyroïdie totale, il faut que le patient reçoive de l'iode parce que l'iode, ça sert à l'immunité. Ça sert à éviter d'attraper des kystes, fibroquistes des seins, des kystes ovariens, voire du puitrin, la péronie. Également, on sait que l'iode est hyper important pour l'état d'intégrité de l'enfant. Et je vous signale qu'une étude réalisée à Nice en 2011, donc il y a 11 ans, chez 330 femmes enceintes, mettait en évidence que 60 à 80% de ces femmes-là, selon les critères qu'on prenait, étaient en carence en iode. Donc, en gros, elles ont donné naissance à des enfants qui auraient pu être plus malins que ce qu'ils ont été. Ce n'est pas vraiment les crétins du village, hein, les crétins des Alpes, pardon, les fous du village, mais le QI acquis à la naissance ne peut pas être augmenté par après. Également, plus de cancer du sein de la prostate en cas de manque d'iode. Actuellement, on a 80% au moins de nos patients qui ont un iode urinaire. C'est un dosage fiable, que ce soit une simple récolte d'urine le matin ou une iode sur 24 heures, mais ça, c'est très embêtant à faire. C'est très fiable comme dosage. Alors, ça, c'est à la mode actuellement, hein, puisque tout le monde meurt de Covid, hein, même j'en crois une connaissance, embolie pulmonaire il y a quelques semaines. On l'étiquetait de Covid, il n'a jamais eu le Covid du tout, mais l'étiqueté Covid. Voilà. Donc, à la limite, un coup de poignard, un coup de couteau dans le dos, mort, c'est encore un Covid. Hein. Actuellement, c'est la folie. Mais il y a une relation qui est en train d'être mise en évidence entre la thyroïde et le Covid. Pourquoi? Alors, je reprends une diapo aussi avec l'autorisation de mon collègue et ami Thierry Hertog. Il a fait un séminaire sur hormonaux et immunité il y a quelques mois. Et alors, il a fait un super boulot. Il a repris des études qui datent de 92, 2009, 2015, etc., concernant l'effet qu'ont les hormones thyroïdiennes au niveau de l'immunité, que ce niveau de la non-atrophie du thymus, augmentation de lymphocytes. Enfin, vous verrez ça vous-même ici sur le tableau. Donc, il y a énormément d'études qui sortent. Il y a un lien très étroit entre hypothyroïdie et manque de défense immunitaire. Alors, que ce soit au niveau ORL, mais également au niveau général au niveau de l'organisme. Alors, c'est un point tel que... Alors, je ne vais pas vous lire mes diapos, je ne suis pas du genre à lire les diapos, je vous laisse faire ça à votre aise après la conférence. Mais on peut parler actuellement du fait qu'une hypothyroïdie donne un leaky gut, un leaky lung, donc un poumon perméable, tout comme le leaky gut, l'intestin perméable, tout comme le leaky brain qu'on a dans les Alzheimer. Et il y a un lien très étroit avec la thyroïde. La thyroïde, le T3 basse, est une des 36 causes détectées concernant la survenue d'un Alzheimer. Donc, comme la vitamine D basse, comme le manque d'œstrogène, le manque de testo, comme le gluten. Voilà, il y a 36 causes en tout qui sont prouvées comme étant causes des Alzheimer. Et bien, une T3 basse donne des leaky gut, leaky brain, les deux barrières sont liées. Et également, alors, il y a des études qui sont en cours actuellement. Chez les patients intubés, ils ont insufflé de l'hormone thyroïdienne T3 par la canule et ils ont eu des résultats spectaculaires. Donc, c'est en pleine étude actuellement, c'est du tout nouveau que je vous donne là. Voilà. Et en 2020, donc évidemment c'est cette année puisque le Covid date de janvier-février, voilà, donc thyroïdite subaiguë survenue chez un patient atteint de Covid. Et on voit en effet que il y a un lien entre une thyroïdite, donc une infection de la thyroïde, qui peut être une thyroïdite peut être bactérienne, mais également virale, voilà, liée à un manque de T3. Et regardez ce que je retrouve ici. En 1987, il y a un certain Résimon qui publie un petit article sur un cas de thyroïdite post-vaccin hépatite B. Voilà, donc c'est pas nouveau, ces notions de thyroïdite liées à des infections virales ou post-vaccinales. Non, thyroïde et intestin, je fais toute une conférence là-dessus. Ici, évidemment, je ne vais en faire qu'une partie, mais il y a un lien hyper étroit
entre la thyroïde et l'intestin et la thyroïde. Donc, en gros, je pourrais dire qu'un hypothyroïdie donne une dysbiose et une dysbiose donne une hypothyroïdie. Et il est illusoire pour moi de vouloir traiter l'un sans l'autre. Donc, je n'arrive pas. Et j'en discutais avec des collègues qui s'appellent Castronovo, Ballon-Perrin, etc. Moi, j'ai dit, je n'arrive jamais à pouvoir guérir une dysbiose de façon à long terme. On ne peut pas dire définitif parce qu'il peut y avoir des rechutes, mais je n'arrive pas à avoir du long terme, plus que quelques semaines à quelques mois, sans traiter les thyroïdes en même temps. Alors, pourquoi? On va le voir tout de suite. Alors, ce n'est pas nouveau. Voilà ici une publication de 2007. Et donc, je ne vais pas lire la diapo, mais en gros, on peut en extraire que 50% des patients hypothyroïdiens ont un SIBO. Alors, je peux même ajouter s'il faut. Ou bien, même des perturbations. On a des cytokines LBP qui peuvent être élevées sans signe de dysbiose sur l'hypothyroïdie. Alors, pourquoi? Par hypoperistaltisme. Donc, l'intestin est paralysé. On va en parler plus en détail après. Alors, j'adore cette petite image que j'avais faite il y a 3-4 ans. Voilà, le patient mange, et puis, s'il n'a pas assez de T3, eh bien, il a une moindre stimulation de la sécrétion d'acide et du facteur intrinsèque de l'estomac. Donc, IF, c'est le facteur intrinsèque qui s'attache à la B12 et qui permet à la B12 de passer dans le sang. Donc, manque de T3, malabsorption de la B12. Manque de T3, mauvaise digestion des protéines, acide chlorhydrique sans estonie, on ne digère pas les protéines. Donc, en gros, un morceau d'œuf, un morceau de viande passe non digéré, mal digéré, va dans le côlon, descendant à gauche, et ça fait une forme de putréfaction. Et le patient fait des pieds qui puent. Voilà. En résumé, c'est très important d'interroger le patient. Madame, est-ce que vous faites des gaz malodorants? Alors, s'il ne comprend pas, je lui demande est-ce que vous faites des pieds qui puent? C'est parfois plus simple. La T3 stimule également la pepsine, chymotrypsine, stimule également le pancréas exocrine, donc le pancréas qui va sécréter la pancréatine, etc. Et le flux biliaire. Et on verra les rapports 4, les calculs biliaires, manque de digestion des graisses et T3 basse. Donc, l'hypothyroïdie donne des problèmes de maldigestion, ce qui entraîne des dysbioses. Et donc, comment peut-on éradiquer une dysbiose sans optimiser la digestion du patient? Ce n'est pas possible pour moi. Alors, notion assez nouvelle, ça s'appelle l'entéroparésie. Eh bien, il n'y a pas que l'estomac qui est paralysé, il y a également, oui, alors je reviens à la diapo précédente, et donc c'est typiquement le patient qui vous dit, docteur, je mange, enfin, il faut poser les questions, il ne va peut-être pas vous le dire spontanément. Est-ce qu'à la fin du repas, vous avez l'impression que l'estomac gonfle très fort, vous avez un poids sur l'estomac et vous ne digérez pas? Et dans l'hypothyroïdie, 9 fois à 9 fois et demi sur 10, le patient dit oui, j'ai ça. Donc c'est un patient qui ne comprend pas que la fin du repas, il a une espèce d'estomac gonflé, et puis il fait un petit renvoi, une éructation, en bon français, et éventuellement, s'il y a un peu d'acide de l'estomac qui passe quand même dans l'œsophage, et bien le patient a le brûlant, et puis là, il tombe sur une star de la médecine, un médecin pouce-bouton, un médecin qui a tout compris la médecine, qui prescrit quoi? Un IPP. Et l'IPP, il fait quoi? Il empêche la sécrétion d'acide chlorhydrique, de facteurs intrinsèques de Cassel. Donc le patient va encore plus mal digérer, mais il va dire, docteur, vous êtes un génie, j'ai plus le brûlant. Mais c'est au prix d'une dysbiose qu'il a plus brûlant. Donc c'est sur des traitements, enfin sur les IPP, je crois que 90% des patients qui vont voir un gastro, qui a une gastroscopie, ressortent un IPP. Donc, thyroïde en entéroparésie, voilà. Et on a, tout comme la prise d'IPP, c'est les mêmes effets secondaires, une malabsorption du calcium, du fer, B12, magnésium, ou maldigestion des protéines. Et donc, ces IPP, c'est une catastrophe. Alors ça, c'est un petit schéma perso. Donc moi, j'ai fait ça pour un peu simplifier. Quand j'explique à mes patients ce que c'est une dysbiose, c'est des bactéries qui sont dans l'intestin de tout le monde, qui prolifèrent en trop grand nombre, qui peuvent donner des gaz malodorants ou non malodorants. La candida, c'est quoi? C'est un champignon que tout le monde a dans l'intestin et qui va proliférer parce qu'on lui donne beaucoup de sucre. On lui donne des morceaux de pain, par exemple, ou des biscuits ou des pâtes à blé. Et ça peut être une association des deux, parfois une parasitose. Et dans 90% des cas, les patients ont soit des crampes, soit des ballonnements, soit de la diarrhée, soit de la constipation, soit ils ont 2 signes, soit 3, soit 4, voire du reflux. Éventuellement, l'estomac est tellement peu acide qu'il y a un hélicobactère qui prolifère, puisque l'acide empêche l'hélicobactère de proliférer. Donc, je ne comprendrai jamais comment on peut traiter par trichodirthérapie un hélicobactère avec des antiacides. Mais bon, soit. Et dans 10% des cas, dans les candidoses pures, le patient n'a rien à l'intestin. Docteur, les intestins vont super bien, tout va bien, et on trouve quand même une candidose au test.
Voilà, alors certains, en retard de 3 guerres, vont appeler ça colon spastique, colon irritable, ou alors, évidemment, ils qualifient ça dû au stress. Hein. Un médecin, quand il dit c'est dû au stress, ça veut dire je ne sais pas vous aider et m'emmerdez pas avec vos problèmes. Alors, qu'est-ce qui peut donner ces dysbioses? Prise d'antibiotiques, ça on le connaît depuis toujours. Les problèmes de lait, alors c'est controversé. On dit non, le lait ne donne pas de problème de dysbiose. Il faut savoir que dans le lait, il y a du lactose. Et le lactose, c'est comme les FODMAP. On n'a plus l'enzyme capable de digérer ce disaccharide, qui est le lactose. Mais qu'est-ce qui se passe? On nourrit évidemment une flore de fermentation, on nourrit une candidose, donc le lait est quand même responsable d'eux. On peut avoir des problèmes d'allergie aux protéines du lait, on peut l'avoir également. Alors, il y a des études super qui ont été faites aux États-Unis il y a déjà 5 ans qui montrent que 100% des personnes mangeant un morceau de pain, un biscuit, un morceau de pâte à blé, dans les minutes qui suivent une inflammation intestinale qui, en général, disparaît en 1 heure ou 2. Le patient n'a même pas le temps de ballonner, il n'a même pas le temps de remballer le ventre, il va guérir tout seul. Et donc, d'où la conclusion, le blé torture l'intestin, ce n'est pas fait pour nous. Et également, dans les causes majeures du dysbiose, on a l'hypothyroïdie, puisque maldigestion, malabsorption des nutriments, entéroparésie. Alors, autre cause de dysbiose, il n'y a pas que la thyroïde, il n'y a pas que le gluten, il n'y a pas que l'avoine. L'avoine, même chose, la vigne est aussi toxique que le gluten, enfin presque. On a également la prise d'IPP, évidemment. Post-gastro, en effet, ça arrive qu'on fait une gastro-entérite et puis on a une dysbiose qui s'installe, parce qu'il y a le facteur de mobilité de l'intestin qui, malheureusement, peut être définitivement absent par après. Ça, c'est un problème plus complexe à régler. La perte d'enzymes digestifs liée à l'âge, voilà, c'est avec l'âge, on perd certaines enzymes, on digère mal certains disaccharides qui sont présents dans certaines légumineuses. Ça peut être l'ail, ça peut être les échalotes, ça peut être également diverses légumineuses, ça peut être les lentilles, etc. Le stress chronique, oui, ça peut. L'absence de mastication, ben oui, si on avale tout rond, l'amylase n'a pas le temps d'agir, les signaux digérés vont nourrir une forte pathogène. Le light et le zéro, c'est génial. Moi, quand quelqu'un a trop mince, je dis manger du light zéro et j'ai 100% de réussite pour la prise de poids. Mais également, il ne faut pas oublier ce que j'appelle le vieil estomac. En effet, un estomac qui a 45 ans, 60 ans, sécrète moins qu'un estomac d'un jeune. Il ne faut pas hésiter à donner aux patients des enzymes digestives, de la bétaïne acide chlorhydrique pour mieux digérer. Voilà, ici j'ai repris une diapo en montrant la similitude qu'il y avait entre une manque de T3 et une prise d'IPP au niveau physiologique. Et donc on sait qu'il y a plusieurs publications qui font état de l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque, les IPP, mais surtout de démence d'Alzheimer. Et c'est logique, puisque l'IPP crée un leaky gut, et le leaky gut, l'intestin perméable, communique avec l'appareil hématoménager. On a un leaky brain également, donc c'est l'un cause l'autre. On retrouve d'ailleurs dans certains cerveaux d'Alzheimer du candida albicans de l'intestin qui est passé dans le cerveau, ou des bactéries du parodonte. Alors là, je ne vais pas détailler les diapos, mais c'est pour vous montrer qu'il y a plein de publications. Ça ne date pas d'hier ni d'aujourd'hui. Il y en a déjà qui datent d'il y a une dizaine d'années. Voilà, donc la vidange gastrique ralentie liée à Hashimoto. Bon, maintenant, moi, on peut remplacer Hashimoto par hypothyroïdie. L'Hashimoto n'est qu'une thyroïdite auto-immune dont les causes sont connues. C'est manque de cortisol, c'est dysbiose, manque de vitamine D. Voilà. Mais je traite une hypothyroïdie Hashimoto comme une hypothyroïdie, il n'y a pas de différence, sauf qu'il faut absolument traiter les causes déclenchantes. Sans quoi le patient Hashimoto, il va faire quelques années après une polyarthrite, voire une sclérose en plaques, voire un diabète type 1, voire un lupus, parce qu'on n'a pas résolu les causes de la dysimmunité. Alors, pour guérir une dysbiose, c'est enfantin. Il faut traiter la thyroïde. Il faut supprimer les causes édulcorants, les prolévaux, céréales à gluten. Voilà. Et sans traiter la thyroïde, pour moi, on rechute très rapidement. Vous voyez la pauvre dame ici qui a une biologie normale, et son médecin dit « votre thyroïde va bien, madame ». C'est le ridicule de cette légende de TSH. Voilà, je vous donne encore d'autres publications. On ne va pas s'y attarder, ça à votre aise si vous voulez. Voilà, donc vidange gastrique ralentie en cas d'Hashimoto, hypothyroïdie, ce qui donne des flatulences, confort digestif, aérophagie. Voilà. Moins de production d'acide gastrique, lié aussi à l'estomac vieillissant. Constipation, donc évidemment, c'est constipé, ça veut dire quoi? Que les selles restent dans l'intestin. Donc les selles restent trop longtemps, ça veut dire quoi? Que les bactéries qui devraient se retrouver dans les toilettes
ont le temps de proliférer. Donc, sans régler ce problème de constipation lié au manque de T3, au manque de signalisation, on ne sait pas guérir la dysbiose, évidemment. Et c'est vrai que la diarrhée constipation, c'est un bon signe d'hyper ou d'hypothyroïdie. Voilà, je passe, vous lirez ça à votre aise si vous en avez envie. J'ai beaucoup de diapos, donc je ne vais pas m'attarder sur chaque diapo. Voilà, donc hypothyroïdie, constipation, motilité réduite, insuffisance exocrine du pancréas, hypochloridrie, vidange gastrique ralentie, reflux, acidité, ralentissement de la bile, lithiase, foie gras, hein, puisque on a hypométabolisme du foie, on va revenir après. Alors maintenant, est-ce que, dans le sens inverse, la dysbiose pourrait être cause hypothyroïdie? Oui, puisqu'une partie de la T4 se transforme en T3 dans l'intestin. Et alors, je vais passer le détail, mais il y a plein de liens entre l'état de dysbiose et l'hypothyroïdie, soit par les cytokines, soit par libération d'autres toxines. Et il faut savoir qu'une partie de la T3 est stockée dans l'intestin, elle va relarguer petit à petit. Il faut aussi savoir que la désioïdase, je fais une conférence pour un labo pour l'IMSS sur ce sujet-là, les désioïdases, donc transforment la T4 en T3, ont des variations génétiques. Et parfois, on peut se rendre compte que la désioïdase n'est pas la même au niveau central et au niveau périphérique. Donc, c'est très, très complexe. Et ce qui explique d'ailleurs ces problèmes de variation génétique de la désioïdase, l'échec des T4, puisque si on ne fait pas l'étude génétique, on ne sait pas dire si le patient va pouvoir convertir ces T4 en T3 ou s'il va être capable génétiquement. Et voilà, donc je vous laisse le détail ici, je ne vais pas m'y attarder. Voilà. Je ne m'attarde pas. Alors maintenant, foie, vésicule, le lien. Vous savez qu'on a une explosion d'une maladie qu'on appelle le NASH depuis des années. Au début, on disait que c'est un médifructose et finalement, dans certains cas peut-être, mais dans beaucoup de cas, non. Donc, ce sont des patients qui ne picolent pas, qui ne se gardent pas de soda, qui ne se gardent pas de jus de fruits et qui ont quand même des foie gras. Et là, on a une cholestase, donc une atonie de la vésicule. On a également un flux biliaire ralenti, et donc on peut faire plus de faire des calculs. Et donc ça, c'est un lien évident, prouvé dans plusieurs études. Voilà. Et ici, vous voyez, hypothyroïdie et foie gras liquide. Déjà en 2003, on en parlait, donc ce n'est pas du neuf. On parlait déjà du flux biliaire à ce moment-là. Voilà. Cette étude, c'est 2017. Voilà. Et donc, nos jeunes de 18, 20, 22, 25 ans qui sont cholestictomisés, ben, ils sont tous en hypothyroïdie. Voilà, donc ici, un superbe article, là, je vous laisse le découvrir si vous en avez envie. Alors, cholestérol. Alors, je peux affirmer, sans me tromper, que dans mes patients, en tout cas, j'ai à peu près 90%, voire 95% des patients en hypercholestérolémie, LDL, donc qui ont des cholestérols au-dessus de 240, 250, des LDL au-dessus de 160 pour la France, 115 pour la Belgique. Et oui, assez étonnamment, les normes ne sont pas les mêmes en Belgique et en France. Donc en France, on dit qu'un LDL à moins de 160, c'est bon. En Belgique, on dit qu'il faut qu'il y ait à moins de 115. Comme quoi, ces normes, c'est d'une stupidité sans nom. Donc le cholestérol, surtout si le LDL est élevé, donc dans 90% des cas, au moins, est lié à une T3 basse. Les patients, en 3-4 semaines, ont le cholestérol normalisé. J'ai encore eu il y a 15 jours une patiente qui était venue avec 400 en cholestérol, redescendue à 205, rien en traitant sa thyroïde. Son LDL était à 220 TD, redescendu à 110. Voilà, donc ici, dans cet article qui date de 2009, on parle justement, j'ai mis en rouge, de l'hypercholestérolémie, l'hypotonie vésiculaire et moins d'expression de la bilirubine. Donc, tous les birurinés élevés ne sont pas des gibères. Hein. Il y en a qui sont dus à une hypothyroïdie. On estime que 50% des patients hypothyroïdies ont un foie qui est atteint. Fibromyalgie. Fibromyalgie, je pourrais faire toute une conférence là-dessus. Il y a à peu près 16 causes qui sont manque de magnésium, manque de sérotonine, hypothyroïdie, dysbiose, manque de cortisol,
j'en passe et des meilleurs. Et quand on traite toutes les causes, toutes ces petites causes de fatigue et douleur, qui font une grosse fatigue, grosse douleur, ben on a terminé avec l'hypothyroïdie du patient. Et la thyroïde, alors je ne vais pas vous détailler tout ça, j'ai pris des extraits, c'est un résumé du bouquin d'un génie qui s'appelle Norbert Kurlan. Kurlan, c'est un collègue israélien qui a fait des études de rhumato à Montpellier. Et ce collègue, déjà il y a 20 ans, il publiait des trucs géniaux sur le lien thyroïde, donc thyroïde surrénale, également fibromyalgie thyroïde. Et alors, je ne vais pas vous détailler, mais en gros, il est entièrement dans l'état d'esprit de ce que je vous dis. Donc, moi, quand j'ai découvert ce collègue il y a 6-7 ans, j'étais stupéfait de voir que ce que j'avais acquis comme connaissance en thyroïde, mais lui, il avait déjà depuis 20 ans. Et donc, c'est assez impressionnant. Donc, en gros, la TSH normale, ça ne veut rien dire du tout. Voilà. Là, il parle d'assignation cellulaire, hein, donc le fait que, voilà, il parle également d'hypothyroïdie d'origine centrale, qui concerne 5 à 10% des cas. Mais il faut savoir qu'en cas de fibromyalgie, c'est 50% au moins d'hypothyroïdie d'origine centrale. Donc, c'est l'hypophyse qui envoie passer de TSH. Ça veut dire quoi? On a une TSH qui est basse. Et si le médecin ne regarde que la TSH, il passe à côté. Voilà. Il passe à côté des hypothyroïdies d'origine centrale. Alors, il y a un lien étroit entre les deux. Donc, 100% de mes fibros sont l'hypothyroïdie, 80% sont manque de cortisol, 100% sont manque de magnésium. Enfin, il y a des choses qui reviennent. 100% sont dysbiose, puisque la fibro commence toujours par une dysbiose intestinale, hein, via le gluten. Hein, c'est toujours comme ça que ça commence, une fibro. Voilà. Et voilà. Voilà, je passe le texte, vous lirez à votre aise si vous voulez. Alors, il considère que Hashimoto, fibro et syndrome chronique, c'est souvent des maladies auto-immunes. Et je crois qu'on ne dose pas assez les anticorps anti-TPO, anti-thyroglobuline et probablement d'autres anticorps qu'on n'utilise pas en clinique quotidienne. Et on pourrait détecter que beaucoup de nos hypothyroïdies sont en fait, dans la plupart des cas, d'origine auto-immune. Et comme on n'a que les TPO sur lesquels se baser, ben on passe à côté, je crois, de pas mal de thyroïdies auto-immunes. Et donc, ce que dit un autre collègue qui s'appelle Lowe, c'est que l'hypothyroïdie de la fibro serait très souvent liée à une résistance périphérique aux hormones thyroïdiennes plutôt qu'un déficit hormonal. Donc, même en dosant les hormones, même en dosant la T3, on n'arriverait pas encore à donc, de nouveau, on en revient à la clinique. Est-ce que le patient est frileux, constipé, fatigué le matin? C'est ça qui compte dans la thyroïde. Alors, ici, la petite photo. Donc, vous avez ça, hein, le pain, les viennoiseries, les pâtes à blé qui détruisent la thyroïde. On peut actuellement quasiment dire que tout qui mange encore du gluten moderne, enfin pas du gluten d'il y a 30-40 ans, va nécessairement avoir un problème de thyroïde. Voilà, alors il y a au niveau antigénique, il y a une explication entre la gliadine et la production d'anticorps anti-gliadine et une proximité antigénique vis-à-vis de la thyroïde. Donc les anticorps bousilleraient également la thyroïde au passage. Voilà. Alors migraine. De nouveau, une migraine, ça ne se traite pas par du Doliprane, ça ne se traite pas par du Nurofen, ça ne se traite pas par c'est le stress, ça se traite en traitant la cause de la migraine. Alors, la migraine, je dois refaire mémoire de fin d'études. J'ai fait mes études d'acupuncture à Beaujon, à Paris, en 86-78. J'ai fait mon mémoire de fin d'études sur traitement par acupuncture des migraines et des céphalées diverses. Et actuellement, on peut résumer la migraine usuelle à ceci. C'est soit un manque de magnésium, en effet, il joue dans le fait qu'on peut avoir un spasme du muscle des artères en cas de crise migraineuse, hypothyroïdie, hein, rétention d'eau, et dysbiose intestinale. C'est les trois causes principales de migraine usuelle. Donc en gros, si on traite le magnésium, la thyroïde dans les intestins, la migraine disparaît. Et alors là, on a une migraine hormonale, hein, qui est la migraine cataméniale, hein, qui est liée à un excès d'œstrogène par rapport à la progestérone, ou un excès d'œstrogène-like, hein, les perturbateurs endocriniens, par rapport à la progestérone. Donc à ce moment-là, en dosage sanguin, on passe à côté, puisqu'on a un taux d'œstrogène correct.
une progestérone correcte. Et or, on ne dose pas les œstrogènes-là perturbateurs qui s'ajoutent aux œstrogènes. Et on passe à côté de la présence d'œstrogène. De nouveau, on se base sur la clinique. Et alors, le cluster EDEC, j'ai publié un article là-dessus il y a une trentaine d'années. Moi, je suis ORL à la base. C'est une amélie dans le nez, un éperon de la cloison qui touche la paroi extérieure au niveau du cornet moyen ou supérieur. Et on lève cet obstacle chirurgicalement et ce type de céphalie disparaît immédiatement. Voilà, quelques articles qui reprennent le lien migraine, hypothyroïdie. Voilà, vous avez de quoi faire pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur lecture et leur connaissance. Voilà. Alors, hypothyroïdie et psychisme, j'ai un groupe de collègues, psychiatres et psychologues de la région d'Angers qui m'ont demandé en janvier de faire un cours d'un jour. Et le sujet, c'est cerveau-thyroïde, thyroïde-intestin, intestin-cerveau. Donc, il y a une relation étroite entre les trois, puisqu'on parle du second cerveau. On sait qu'on est hypothyroïdien, on est dépressif. Et maintenant, on a fait un lien inverse. On sait que quelqu'un qui a une inflammation du système nerveux central, eh bien, il a un problème de l'appareil intestinal. Donc, il y a des liens qui vont dans les deux sens entre le cerveau et l'intestin. Ça devient très intéressant. Alors, la dépression non réactionnelle. On peut perdre son papa, perdre sa maman, perdre un enfant, faire faillite, perdre son job à cause du Covid. Eh bien, il y a de quoi être triste, un peu déprimé. Et puis, si on a tout ce qu'il faut, on passe au-dessus. Et en quelques semaines maximum, on doit être sorti de là. C'est un réel des antidépresseurs toute sa vie. Hein. Une jambe cassée, on met pas un plâtre toute sa vie. On répare et puis c'est reparti. Mais énormément de patients ont des dépressions non réactionnelles. Docteur, je ne sais pas pourquoi je déprime, j'essaie de me suicider. Et le problème, c'est soit une différence nutritionnelle, c'est le patient qui mange le matin 2 cafés, hein, donc zéro tyrosine, zéro tryptophane, donc zéro sérotonine, zéro mélatonine, zéro dopamine, zéro noradrénaline. Hein, donc le matin, c'est le repas le plus lourd de la journée. Il est protéiné, il est gras, c'est un festin le matin. Déficience micronutritionnelle, en effet, pour transformer votre tryptophane et votre tyrosine en neurotransmetteurs, il faut du magnésium, du fer, du cuivre, du zinc. Voilà. Deuxième cerveau malade, en effet, 90% de la sérotonine vient de l'intestin, 60% de la dopamine vient de l'intestin, 50% du GABA vient de l'intestin. On a même repéré maintenant les bactéries qui consomment du GABA, qui mangent le GABA. Donc, tant que l'intestin ne va pas, le cerveau ne va pas. Et également, déficience hormonale. Une femme de 50 ans qui est trop grosse, qui n'a plus de libido, qui perd ses cheveux, ben, elle ne se sent plus une vraie femme, elle déprime. Un homme de 45 ans qui est en début d'andropause, il n'a plus d'érection, il n'a plus de libido, il grossit, il déprime également. Vous savez traiter ces gens-là par des antidépresseurs, traiter les causes qui sont hormonales. Alors, ça c'est un petit schéma que j'ai fait il y a 2-3 ans. Donc, en protéines matin, là, dans le son du tryptophane, il y a un bus qui s'appelle albumine qui relargue le trypto pour entrer dans le cerveau, pour faire la sérotonine. Il y a un transporteur qui est glucose dépendant, donc le trypto pas facile à utiliser, il faut du sucre. Il ne faut pas de protéines avant, pas de protéines après. Moi, j'utilise maintenant le 5-HTP qui, lui, rentre directement dans le cerveau sans transporteur. C'est bien plus facile à utiliser, on peut le prendre en mangeant, ça marche quand même. Alors, la pauvre dame, chez son médecin, je suis irritable, agressif, attendant de la frustration, compulsion pour le sucre, anxiété, insomnie. Et en médecine classique, j'ai pouce-bouton, on réfléchit, c'est antidépresseur somnifère. Et puis on va ajouter un troisième point, c'est le stress. Et or, tous les signes qui sont là, c'est typiquement une patiente qui est en pré-dépression par manque de sérotonine. Pourquoi elle n'a pas de sérotonine? Qu'est-ce qu'elle mange le matin? Quelles sont ses valeurs sanguines de B9, B12, vitamine D, zinc, ferritine, oméga 3? Comment est sa flore intestinale? Deuxième cerveau. Et puis moi, je vais la traiter par 5-HTP, mélatonine, et surtout pas par Prozac et l'ormétazépam. Voilà, donc des articles très sympas qui parlent du lien de sérotonine, hormone thyroïdienne. Il y a des tas d'explications très, très biochimiques. Hein. Donc en gros, ce serait une sélection de certains récepteurs au 5-hydroxytryptophane qui serait favorable en cas de bonne T3 thyroïdienne. C'est assez complexe. Moi, ce que je retiens, c'est que quand on est hypothyroïdien, on déprime. Voilà, c'est ce que je retiens. Voilà, alors c'est pas nouveau comme notion, hein, puisqu'on appelait déjà cette maladie la dépression, la mélancolie. On a déjà fait le lien il y a très très longtemps
entre les hypothyroïdies et cette mélancolie qu'on appelle la dépression. Et puis on a oublié, hein, on découvre petit à petit. Alors, il y a une étude, et malheureusement, désolé, je ne l'ai pas retrouvée, donc je ne sais pas où est la référence de l'étude, mais je vous promets, je l'ai lu. 50% des patients en dépression ont une hypothyroïdie clinique. Je parle clinique, hein, et statistiquement, ils ont des TSH plus élevés, etc. Mais c'est clinique. Je n'ai plus d'étude, mais elle existe quelque part. Il y a une relation entre la gravité de la dépression et le taux de T4. On sait que le T4, c'est un très très mauvais dosage qui n'a pas beaucoup d'intérêt, sauf d'appréhender le diode si on n'a pas fait. Voilà. Un cinquième des patients déprimés ont des anticorps TPO positifs, ils ont une thyroïdite. Il y a un phénomène lié entre inflammation et dépression. Évidemment, il y a aussi un phénomène inflammatoire dans le cerveau. Voilà. Et la non-conversion de T4 en T3 via l'augmentation de la reverse T3 est une cause malheureusement fréquente de pression antidépresseur. Mais qui va aller doser la reverse T3? Qui va aller penser la thyroïde? Et c'est ça le problème. Il faut vraiment qu'on évolue dans notre pratique et qu'on arrête de prescrire des médicaments antidépresseurs, etc., sans réfléchir à pourquoi est-ce que le patient est dans cet état. Également, les neurones côté des mitochondries, centrales électriques, ben, s'il n'y a pas de T3, la mitochondrie ne fonctionne pas. C'est une des 30 substances nécessaires au fonctionnement thyroïdien, avec le coenzyme Q10, avec le zinc, avec le cortisol. Alors, un chouette article ici. Donc, deuxième cerveau, flore intestinale, voilà. Transforme la T4 en reverse T3, plutôt qu'en T3 active. Donc, la reverse T3 bloque la T3. Communication dans les deux sens entre l'intestin et le cerveau. Voilà, également, la candidose libère des toxines, des mycotoxines, des acétaldéhydes qui vont se fixer sur le récepteur de dopamine. Donc, on a l'axe de dopaminergie qui est moins. Donc, en cas de candidose intestinale, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, la dopamine du cerveau n'agit plus. Donc, le patient, moins de joie de vivre, moins de mémoire, pas de motivation, moins de libido, moins de concentration. Alors, en 2017, donc il y a 3 ans, j'étais très heureux de recevoir une invitation à un séminaire, donc une conférence, un samedi matin à Bruxelles, organisée par des psychiatres d'un gros hôpital universitaire bruxellois, Saint-Luc. Et ils étaient tous là à parler de finalement biote intestinale. Vous savez qu'à Saint-Luc, il y a une star qui s'appelle le professeur Cani, hein, qui a découvert pas mal de choses au niveau du flore intestinal. Et donc, il commençait il y a 3 ans à parler justement de l'intérêt qu'il y avait à checker la flore intestinale dans les dépressions persistantes, dans les dépressions, dans les maladies psychiatriques. Or, il y a 23 mois, suite à des cours que j'ai eu avec David Schreiber il y a plus de 20 ans, j'ai publié un petit article en anglais sur la synthèse biochimique des neurotransmetteurs. Et déjà, je faisais part à ce moment-là de l'intérêt d'avoir une bonne flore. Traiter de charlatans, de comment c'est possible, il n'y a pas de lien entre le cerveau et l'intestin, enfin soit. On a eu tous les gens comme nous qui faisons le métier plutôt holistique ont été descendus en flammes par les bien-pensants universitaires. Et bien finalement, maintenant ils y arrivent. Sauf qu'ils disent que c'est eux qui ont tout découvert, quoi. Donc c'est une grosse découverte récente. Voilà. Donc 20 ans après, Zorro est arrivé. Hein. Voilà. Il y a le petit Zorro qui va arriver. Hop. Voilà. Alors, l'homocystéine, hein, on nous apprend dans nos cours de nutri que l'homocystéine, ou en cardiologie maintenant, enfin en médecine, on l'apprend également, que l'homocystéine, c'est la B6, B9, B12, c'est la méthylation avec que nenni. C'est pas que ça, c'est plein d'autres choses. L'homocystéine élevée peut être liée à un manque de T3, à un manque d'œstrogène, à un manque de testostérone. Donc, on explique parfaitement pourquoi les patientes déprimées en œstrogène, pourquoi les patients déprimés en testo dépriment plus, font plus de cancer, font plus de problèmes cardiovasculaires. C'est aussi via l'augmentation de l'homocystine. Donc, pour faire baisser l'homocystine trop élevée, la B9, la B12, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la T3, œstrogène et testo chez l'homme. Voilà, donc c'est une des raisons pour lesquelles un patient déprimé hormonalement, vu qu'il arrive à 40, 45, 50 ans, va avoir une homocystine élevée, plus de cancer, plus de problèmes cardiovasculaires. Alors voilà des articles que j'ai, quelques articles. Alors c'est pas neuf. Hein. En 99, homocystine, hypothyroïdie. Ici en 2002, donc le lien qu'il y a entre œstrogène, donc aussi œstrogène, testostérone, c'est dans l'article, ça date de 2002. Vous imaginez, ça fait 18 ans.
Et je suis quand même étonné de voir que dans les cours Nutri, donc les formations Nutri, eh bien, on ne parle pas de ça. On ne parle que des vitamines. Il n'y a pas que les vitamines, il y a aussi les hormones. Voilà, cette étude. Alors, les enfants TDA, TDAH, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des gosses qui en consultation me disent spontanément, docteur, je fais rien à l'école, je m'endors, donc, et puis ils ne bougent plus, et puis on les calme avec une amphétamine. Donc, ce n'est pas toujours l'axe dopaminergique qui est altéré chez ces gosses-là. Ce n'est pas toujours la flore, ça peut être une hypothyroïdie également, mais je ne nie pas qu'il faut bien travailler les causes principales, les plus fréquentes. La cause la plus fréquente de TDAH, c'est les Kellogg's du matin, c'est l'avoine du matin, c'est la Choco du matin, c'est la première cause. Sans tyrosine, donc sans protéines, ce gosse n'a pas sa dopamine, donc il sait être concentré, intelligent, attentif, motivé. Voilà, ici, j'ai repris les signes de manque de dopamine et j'ai mis en rouge ceux qu'on retrouve chez les enfants TDA, TDAH. Voilà. Alors, réplique médicale classique, hein, docteur, mon gosse, il n'est pas concentré à l'école, il chahute, il se fait taper sur les doigts, puis on ne peut plus maintenant. Et on lui file un ecstasy, donc la Ritaline, hein, Rilatine en Belgique, Ritaline en France, Concerta. Aux États-Unis, il y a jusqu'à des États, jusqu'à 35% des gosses sous amphet pour l'école. Chez nous, on est plus modéré, c'est plutôt de l'ordre de 5%, mais dans certains coins, c'est jusqu'à 20%. Donc, en gros, ils vont aller mieux parce qu'on va surstimuler la libération de dopamine dans la synapse, mais on va carboniser son neurone. Hein. On sait que ce genre de substance, ça finit par bousiller les neurones. Donc, traiter les causes, hein, protéines, cofacteurs, oméga 3, dysbiose, les polluants, hein, sucre, colorants. Hein, je dis toujours, quand je vois un gosse rentrer avec un truc sucré en main dans un avion, dans un train, je sais que c'est le chahut tout le voyage. Le gosse devient fou. Les parents le calment en redonnant un bout de chocolat. Et le gosse en remet une couche. Voilà. Donc ici, j'ai un peu plus détaillé, mais je vous laisse regarder ça à votre aise. Donc c'est comment augmenter l'axe dopaminergique. Alors les études, il y en a plein. Voilà. J'en ai mis ici, plic-ploc, j'en ai mis concernant l'intérêt des oméga 3 chez les TDA, TDHA. Concernant, enfin, voilà, vous retrouvez un peu tout, le zinc, etc., le magnésium. Mais il faut savoir que la conversion de T4 en T3, on a besoin de magnésium, on a besoin de zinc, on a besoin de B12. La stimulation cellulaire nécessite de bons oméga 3, donc on retrouve les mêmes causes chaque fois. Hein, donc tout ça est lié. Cas clinique ici, alors je ne vais pas le lire en entier, hein, j'ai simplement ce gosse, en fait. Voilà, donc il a infection à répétition, il a des troubles d'attention, sa prise de sang non évident, des IgG anti-gluten positifs, je sais que certains ne croient pas, IgG anti-froment positif, il n'y a rien pour le lait, mais moi, vous savez, quand j'ai des IgG négatifs, je dis aux patients, écoutez, la plupart des personnes, dont moi, qui suis extrêmement intolérant pour du laitier au gluten, ma prise de sang ne montre rien. Hein, mais cliniquement, je mange un morceau de pain et je suis foutu pour la semaine. Mon intestin ne le supporte pas. Donc, il faut plus se baser sur la clinique. Donc, ce gosse avait des tests positifs, donc c'est-à-dire que le gluten, pour lui, le froment, c'est un poison violent. Il avait également un manque de B12, un manque de B9, une vitamine D qui était 6 fois trop basse, elle était à 14, hein, fait au-dessus de 80. Donc ce pauvre gosse, il ne sait pas se défendre immunitairement, évidemment. Et également, au niveau du cerveau, ben, ça ne s'est pas allé. Hein. Taux de thyroïde, TSH trop élevé à 2,7, T3 à 4,6 picomol par litre, ou équivalent, je dirais, il faut être au-dessus de 5,2, au-dessus de 3,4 nanogrammes, selon les unités que vous utilisez. Et voilà, donc on a trouvé les causes de ces problèmes immunitaires et de troubles d'attention. Alors, fertilité, vers les années 89-90, avec mon ex, on veut un gosse. Et puis, après 5 fausses couches, 2 gynécos différents, je me dis que quand même sa frilosité, sa petite constipation, sa mauvaise humeur du matin, c'était pas normal. Une biologique parfaite hein, à l'époque, je ne dis pas une biologie thyroïdienne parfaite, et je la mets sous Eutiral, enfin, c'est le nouveau Tiral en Belgique à l'époque, c'est la même chose. Et 15 jours après, elle était enceinte. Donc, c'est une cause que je vois très fréquemment, c'est l'hypothyroïdie non traitée. Et il ne faut pas être gros pour être hypothyroïdien, donc elle était très mince, très sportive, donc il faut arrêter de croire, les hypothyroïdiens sont tous gros. Hein. Alors,
je fais une conférence sur ce sujet-là. Donc, malheureusement, beaucoup de patients vont directement, sous les conseils de leur gynécologue, vers des stimulations ovariennes. On va stimuler en faisant l'HFSH la production d'ovocytes. On va les bourrer d'hormones pour que ça en fait un tout plein. On va, si ça ne marche pas, faire la fécondation in vitro, qui rapporte une blinde à l'hôpital, mais qui est quand même très lourd financièrement et physiquement pour les patientes, sans qu'on ait dosé le zinc, sans qu'on ait dosé le Q10, la DHEA, les œstrogènes, progestérone, sans qu'on ait checké la thyroïde de façon intelligente, pas l'anamnèse, sans qu'on ait vu que la patiente mange encore du pain, on augmente de 40% la fertilité lorsqu'on arrête le gluten, c'est énorme. Voilà. Donc il y a plein de causes on est passé à côté de micropolycystique qui est lié, qui est quand même lié au manque d'oméga 3 également. On n'a pas vu qu'on n'a pas dosé les œstrogènes et la progestérone après l'ovulation, puisqu'on sait que les œstrogènes permettent la fertilisation de l'ovocyte, que la progestérone permet son implantation. Et c'est passant donc directement en FIV, en fait aussi in vitro, c'est assez scandaleux. J'en ai eu plein. Et ici, voilà des publications concernant hypothyroïdie et infertilité chez la femme. Mais il n'y a pas que la femme, il y a l'homme également. Alors, par exemple, un point commun entre l'hyperfertilité de la femme et de l'homme, c'est le manque de zinc, mais aussi le manque de coenzyme Q10. Ce coenzyme Q10, c'est le nutriment mitochondrial qu'on perd tous avec l'âge. Mais le spermatozoïde qui manque de Q10, il va commencer à monter, et puis à un moment donné, il va caler, là, il est épuisé, il ne va jamais aller jusqu'au bout. C'est une vue d'esprit, mais c'est pour vous dire que des dosages tout simples et une complémentation toute simple peuvent résoudre des problèmes très importants. Voilà. Donc il y a des liens entre l'état thyroïdien de l'homme et la production de spermatozoïdes, leur vitalité, leur survie. Voilà. Alors, je mets les études ici. Alors moi je suis ORL à la base et si vous voulez, depuis 86, je m'occupe beaucoup de ronflement d'apnée du sommeil. J'ai publié un article, vous allez voir plus loin là-dessus. Il faut savoir que techniquement, on peut faire des apnées du sommeil parce qu'une mâchoire trop petite, c'est des patients qui ont des micro-ignaties ou des rétro-ignaties, on le voit, ils ont des mâchoires en arrière. Donc, il faut les opérer, on avance les deux mâchoires, c'est résolu, sans CPAP. Et une deuxième cause, c'est l'hypertrophie de la base de langue, donc l'amygdale linguale. Elle peut être hypertrophiée, ça peut arriver comme des amygdales palatines, on peut devoir les enlever, mais parfois c'est bêtement une rétention d'eau et de gras dans la base de langue. L'hypothyroïdie a tendance à être gros, donc ils mettent du gras dans la base de langue, dans la paroi oropharyngée, l'espace rétrobasoïdal est rétréci, ils arrêtent en sommeil profond, puis une apnée, et puis il y a un micro-réveil qui leur sauve la vie. Et donc c'est une cause principale, et également rétention d'eau. Donc, les hypothyroïdiens, ils ont rétention d'eau au niveau de la face, dans les doigts, dans les chevilles, dans le nez se bouche la nuit, ou dans le voile du palais, ou la base de langue, ça donne soit des problèmes de ronflement, soit de ronflement avec apnée du sommeil. Donc il faut y penser, et je suis certain qu'il y a énormément de patients sous CPAP, en fait, c'est lié à une hypothyroïdie non diagnostiquée. Malheureusement, les dépôts de gras et les dépôts à queue dans la base de langue, à la longue, c'est un peu comme la cellulite. La cellulite, on fait disparaître son énergie tout de suite, mais si on attend trop longtemps, elle s'organise et puis on n'arrive pas à le faire disparaître. Alors ça, c'est l'article que j'ai publié dans une revue qui s'appelle Patient Care. C'était en, je ne sais plus quelle année, c'était en 94, 94, où je fais l'état du fait que 98% des ronfleurs sont des ronfleurs simples. En retenant le vol du palais, on débouche le nez, c'est réglé. Et 2-3% des patients font des apnées du sommeil. Et selon l'importance des apnées, ça se voit à la polysomnographie, on peut proposer des traitements différents. Et le traitement des apnées sévères ou moyennes, c'est classiquement la CPAP, masse respiratoire. Perso, je n'oserais pas imaginer vivre 20 ans avec ça sur mon visage. On trouve n'importe quelle solution, mais pas ça. Voilà. Mais, donc il y a des solutions autres que la CPAP. Et ce n'est pas que la thyroïde. Voilà, des articles qui parlent de ça. Alors également, la prédémence œstrogénique, donc ce sont ces femmes qui, dès l'âge de 30, 35, 40, 45 ans, commencent à avoir en fin de cycle, avant leurs règles, après l'ovulation, rétention d'eau dans les seins, rétention d'eau tout court, elles prennent 1 ou 2 kilos, et puis à la longue, c'est le syndrome fibrokystique, et puis le scénologue n'arrive plus à savoir, tiens, est-ce que vos kystes, madame, ne seraient pas cancéreux? C'est un gros problème pour eux. Elles ont fibromutérin également, endométriose favorisée par l'excès d'œstrogène. Donc les œstrogènes entraînent une rétention d'eau, j'ai des beaux seins, des belles formes féminines, une peau bien hydratée, bonne libido, bonne énergie, et la progestérone, elle est diurétique. Donc elles n'ont pas assez de diurétique par rapport aux œstrogènes.
donc les règles sont perturbées, migraine cataminiale, rétention d'eau dans la tête, soit des céphalées, soit des vraies migraines, quand ça a rétention d'eau dans les parois artérielles. Et alors surtout, comme vous le savez, enfin vous devrez le savoir, la principale stimulateur du GABA, le GABA c'est un neurotransmetteur qui fait qu'on est calme, cool, pas stressé, je ne dois pas me prendre du Xanax, je ne rumine pas que je me réveille la nuit, donc ce GABA, le principal stimulant, c'est la progestérone, donc cette pauvre femme, elle pète un câble chaque fin de cycle, et on donne un peu de progestérone naturelle, et bien, c'est résolu tout de suite. Voilà. Et le problème, c'est que les dosages sanguins, il faut les faire, donc entre J18 et J22, donc après l'ovulation, mais également, il faut tenir compte d'un aspect pollution. Donc, j'ai des patients qui ont une progestérone au-dessus de 6 parfaite, au-dessus de 6 à 10, un œstrogène au-dessus de 150 parfait, mais je ne mesure pas les faux œstrogènes qui viennent de la pollution. Et là, malheureusement, c'est une perte de mort. Donc, je me base de nouveau là sur la clinique. Je fais un petit test, j'essaie un mois. Tiens, prochain cycle, prenez Utrogestan 200 le soir. Ou bien, on peut y avoir la phyto, hein, ça peut être du YAM également, ça marche super bien le YAM en fin de cycle. Et on voit tout de suite si le patient répond. Eh bien, le YAM fonctionne moins que la progestérone naturelle, mais ça fonctionne. Voilà. Et donc aussi, les œstrogènes rendent les récepteurs thyroïdiens moins actifs, alors que la progestérone les rend plus actifs. Et il y a également, les œstrogènes stimulent la synthèse hépatique d'un bloqueur d'hormones qui s'appelle le TBG, Thyroid Binding Globulin. Donc la T3 est plus qu'elle, elle agit moins. Donc il y a beaucoup de modes d'action différents qui font que cet déséquilibre entre œstrogène et progestérone fait qu'on est en hypothyroïdie. Et donc, traiter une hypothyroïdie avec un mode de progestérone, pour moi, c'est illusoire également. Voilà, la dernière diapo, je vous la laisse découvrir. Voilà, je vais la repasser. Et voilà, c'est un petit peu d'humour pour terminer. En effet, c'est risible ce qui se passe avec nos patients hypothyroïdiens. Voilà, Alexandra, je suis prêt Oui, pour son réponse. Alors, moi, j'ai mis ici, j'ai fait un petit slide avec les produits que j'utilise le plus. Évidemment, j'ai pris mes favoris, j'ai pas repris toute la gamme. Alors, j'ai juste deux, encore 2 secondes. Enfin, un peu plus, je bien présente. sûr. Donc voilà, moi, le tyronate, c'est un truc extraordinaire, le tyronate. Il y a une plante qui s'appelle le gugule dedans, il y a du sélénium, il y a de l'iode, il y a du zinc. Et quand j'ai un patient en première consultation, je n'ai pas de prise de sang, j'ai rien, eh bien, il ressort très souvent avec son tyronate 2 par jour. Et par après, j'ai quelques semaines après la biologie, où je vérifie les taux de zinc, d'iode, etc. Et puis j'adapte. Et ça m'arrive parfois de monter à tyronate 2 fois 2 par jour. Un autre produit, pas mal, c'est le sélénium. Il a 75 mg si mes souvenirs sont bons. L'iode également. Alors, ça m'arrive de mettre tyronate et iode. En effet, en fonction de mes déficits, de mon iode mesuré. Si j'ai un iode urinaire le matin qui est à 60, il devrait être au-dessus de 160, 200, eh bien, je mets éthyronate et iode 2 par jour. Soit j'utilise l'iode en gouttes, hein, comme le Lugol, etc. Mais c'est hyper important. Le magnésium, alors moi j'aime bien l'antistress qu'on appelle calmiance, avant. Magnésium, il sert partout. La vitamine A, on est l'huile foie de morue, ça marche 1000 fois mieux que la vitamine A en gouttes. Voilà, dans les oméga 3, il y a l'huile de krill. Alors la D3K2, ben moi j'écris un bouquin sur la vitamine D et je peux vous dire qu'il faut en moyenne entre 6 et 12 000 unités par jour de vitamine D pour être en santé. Je répète, entre 6 et 12 000 unités par jour pour un adulte. Un gosse, je mets 1000 unités par 10 kg et puis je vérifie le taux sanguin. Eh bien, il faut être au-dessus de 80 mg par litre. Et actuellement, 100% des patients des pays européens venant en consultation sont trop bas. Et j'ai des jeunes qui sont, comme le cas clinique, qui est à 14 en vitamine D. Il y a 14, comment est-ce qu'on peut laisser courir un gosse comme ça? Donc, si le patient n'arrive pas à se mettre en string au soleil 20 minutes par jour, eh bien, il doit avoir la vitamine D. C'est comme ça. Et ce n'est pas qu'un jour de vacances en été qu'on a une vitamine D qui est bonne toute l'année. On a juste une vitamine D qui est bonne une semaine ou deux. Le zinc, on est quasi tous déficitaires. Voilà. Alors, pour l'absorption du fer, un petit truc que je vous donne, parce que ça marche vraiment bien. Parfois, des fers, des ferritines qui restent basses. On a tout réglé. Pas de règles abondantes, pas de dysbiose. Elle mange la viande, la dame.
elle n'a pas de cancer, la colonoscopie est négative, c'est la lactoferrine. La lactoferrine donne de bons résultats, en plus d'être immunostimulante. Voilà. Pensez également aux jeunes fûts, dans les dysbioses résistantes. Nous, en Belgique, on dose le jeune fût. En France, je sais que vous, avec le donne d'office le fucosyl-lactose sans faire de dosage. Voilà. On a le progénate également, qui est pas mal pour favoriser la conversion, pour couvrir les signes de manque de progestérone. J'utilise, mais moi je suis progestérone ou du faston, qui est la diprogestérone. Également, on a la tyrosine, le DOPA contrôle. On a le contrôle qui contient un griffonnier à safran. On a également éventuellement le tryptophane, la vitamine C, importante, dont dans mes best-of pré-pro symbiotiques, j'en ai 5-6, et il y en a 2 qui s'appellent Trisymbio et Permia Plus, sans microbiote. C'est ceux que j'utilise beaucoup. Ce qui est pas mal aussi, c'est le SIBO. Hein, vraiment, ça donne des services donc pour guérir un traitement au long cours, pour achever de guérir la dysbiose. L'enzyme up, donc quand j'ai un estomac qui est un peu vieux, qui ne digère pas trop bien, et en attendant que je règle ma thyroïde, je donne de l'enzyme up à chaque repas pour aider à la digestion. Voire de la HCL. Nutriderm, moi je suis un fanat du Nutriderm, hein, dans les manques d'oméga 6, donc des GLA, des GLA bas, ça marche du tonnerre. On a de la bourrage, de la nacre, régon argousier, oméga 7 dedans. Je commence souvent par 2 pendant un mois ou 2, puis je diminue à 1 en fonction des taux détectés. On a tous les nutriments mitochondriaux comme le PQQ, le resveratrol, l'acide alpha-lipoïque, le coenzyme Q10. Voilà. Le produit mitochondrique, j'ai déjà dit, qui est génial, mais il est sous-dosé. Donc, mitochondrique, quand je donne ça, j'en donne au moins 3 matins, 3 soirs dans mes fibromyalgies. Et puis après, quand il est guéri, au bout de quelques semaines, je diminue évidemment. Voilà. Le Mitileup, donc y penser dans les hyperhomocystémies résistantes au manque de B9, B12, sans déficit génétique. Ça vaut la peine de la choline et de la bétaïne. Eh bien, ça peut résoudre pas mal d'hyperhomocystémie, mais resteront encore celles dues à un manque de T3, manque d'œstrogène, manque de progestérone. Les métaux lourds, détox essentiel, métaux lourds, ils marchent du tonnerre. J'utilise très souvent. En général, je donne quand j'ai une intox à métaux lourds pendant quelques mois. Et l'HCl ici, qu'on a mal placé, il est à feinte, donc acide chlorhydrique, donc je donne souvent multi-enzymes et HCl pour starter une mauvaise digestion. Voilà. Je suis prêt pour les questions. Alors, donc je rappelle que vous pouvez nous envoyer toutes vos questions en cliquant sur le petit pictogramme Q et R en bas de votre écran. Simplement pour compléter, Stéphane, pour les Français qui nous regardent, quand tu as parlé d'anti-stress, c'est le produit qui s'appelle Relax en France. C'est ça, c'est ça. Alors, on a quelques différences de nom entre la France et la Belgique. Ça a changé tellement souvent. Et aux différences de réglementation. Relax, calmiance, voilà. Et, voilà. Oui, les autorités aiment bien s'amuser avec nous et nous faire changer nos noms. Voilà. Alors, beaucoup de questions, Stéphane. Une première question de Yasmine. Quel est le lien entre hypothyroïdie et microbiote? C'est-à-dire que la dysbiose est là et malgré tous les efforts du patient, rien n'y fait. Que faire? Je vais expliquer tout simplement si on n'a pas assez de T3 ou si la T3 n'est pas fonctionnelle. Donc, qu'est-ce qui se passe? On sécrète moins d'enzymes, moins d'acide chlorhydrique, moins de bile, moins de pancréatine. Et puis finalement, les aliments sont non digérés, arrivent dans l'intestin et nourrissent une forme pathogène. Donc, il y a des bactéries et des champignons candidats qui n'attendent qu'une chose, pourvu qu'elles digèrent mal ces protéines, pourvu qu'elles digèrent mal ces sucres, et boum, ils prolifèrent. Ouais. Merci. Une question d'Anne-Laure. Hypothyroïdie et grossesse. Hypothyroïdie découverte lors de la grossesse peut-elle disparaître et quelles sont les causes? Mais c'est-à-dire que après les anomalies génétiques, donc des anomalies chromosomiales, la principale cause de fausse couche dans les 3 premiers mois, c'est la thyroïde. Alors là, je suis formel. Alors quand la patiente perd son gosse pour une anomalie chromosomiale, tant mieux. Mais quand elle perd son gosse de façon répétée pour un problème d'hypothyroïdie, c'est vraiment idiot. Alors c'est tellement facile à prendre en charge. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on peut imaginer avoir une thyroïde qui est un peu limite, et puis la patiente, elle prend 10, 15, 20 kilos, ben, peut-être que sa thyroïde, c'est comme le diabète de grossesse. Hein.
peut-être qu'il y a un problème de prise de volume qui fait qu'on n'arrive plus on n'a plus assez d'enzymes thyroïdiennes pour gérer, son statut thyroïdien. Mais sinon, pendant la grossesse, les maladies auto-immunes vont plutôt mieux puisque les hormones cortico, stéroïdes-like comme cortisol, etc., augmentent. Donc, Alors, une question de Béatrice. Est-ce qu'une hypothyroïdie peut donner un diabète de type 1? Et si oui, comment est-ce que l'hypothyroïdie soignée peut faire disparaître le diabète de type 1? alors, le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. C'est des anticorps contre le pancréas. C'est comme la polyarthrite, anticorps contre les articulations, comme le lupus contre la peau et les reins, comme l'Hashimoto contre la thyroïde, et il y a un lien très étroit. Donc, j'ai même mis des études qui font le lien entre Hashimoto et risque de polyarthrite, Hashimoto et risque d'auto-immune, et il y a un lien. Donc, en gros, il n'est pas étonnant qu'une hypothyroïdie auto-immune de type Hashimoto soit lié à l'éclosion d'un diabète type 1. Ce n'est pas étonnant du tout. Ou bien que le diabète type 1 soit là en premier lieu, ou la sclérose en plaques, encore en diabète type 1. Il faut vraiment gérer les causes. Hein. Une vitamine D basse, ça donne jusqu'à 20 fois plus de risque de diabète type 1, type 2. Ça donne énormément plus de Hashimoto. Ça donne énormément plus de risque d'avoir une sclérose en plaques. Et donc, ces maladies elles sont liées. C'est les mêmes causes. Le cortisol, il régule l'unité. Donc, si on a trop peu de cortisol, l'unité part dans tous les sens. Or, quelle est la principale cause de baisse de cortisol? C'est la candidose intestinale. Oui, tout est lié. Hein. Donc, voilà ce que j'ai répondu à la question. Donc, il y a un lien. Alors maintenant, moi, quand j'ai un patient devant moi, je dis clairement, voilà, vous êtes hypothyroïdie, et j'utilise le mot simple. La thyroïde, ça brûle le sucre, ça brûle le cholestérol et les calories. Donc, pour en effet faire maigrir un patient qui est en diabète type 2, il faut régler la thyroïde, sinon on n'y arrive pas. Et voilà. Et le cholestérol élevé, également, il faut traiter la thyroïde. Alors, une question de Dominique. Hashimoto sous traitement et sans signe d'hypothyroïdie, faut-il quand même exclure le gluten et des doses modérées entretiennent-elles une dysbiose? Alors, je peux montrer les études américaines. Enfin, techniquement, je ne peux pas le faire, mais oui, le gluten, c'est mauvais pour tout le monde. Moi, un patient qui mange encore du gluten en deuxième ou troisième consultation chez moi n'est plus mon patient. Je ne le veux plus. Je ne sais pas traiter une dépression, un surpoids, une fatigue chez quelqu'un qui bouffe du pain. Ce n'est pas possible, puisqu'il fout sa flore intestinale en l'air. Il n'y a pas moyen. Donc, il faut quand même se rendre compte que si le patient n'est pas prêt à faire au moins cet effort-là, je ne sais pas, c'est comme s'il va chez le garagiste avec sa voiture essence et il persiste à mettre du diesel dedans. Qu'est-ce que vous voulez que le garagiste fasse? Il n'y a pas moyen. Donc, moi, mes patients, c'est du sans gluten, c'est du sans produits laitiers. Alors, maintenant, craquer de temps en temps pour un croissant, pour un peu de lait dans son café, une boule de glace vanille, pourquoi pas? Mais il y a 12 000 aliments sur Terre. Il faut quand même apprendre qu'il y a des toxiques qui sont les produits laitiers, le gluten, les faux sucres. Il faut retirer ça. Il reste bien assez de choix comme ça. Oui, donc le gluten doit être retiré même aux gens qui sont bien portants. Merci. Une question d'Elsa. Suite à une grossesse, la thyroïde a besoin d'un temps pour se régler. Combien de mois postpartum faut-il pour savoir où on en est? Mais ça dit que moi, je crois que c'est important, c'est que le patient rentre en euthyroïdie, la patiente rentre en euthyroïdie en grossesse. Puisqu'on sait que si elle est en hypo, il n'y a pas siote, donc le gosse sera peut-être un peu moins malin que ce qu'il aurait pu être. Il y a des carences en vitamine D, il y a une carence en vitamine D, il y a un risque d'autisme augmenté, donc il faut vraiment que tous les facteurs qui vont le tweet fonctionnent, soient régulés avant la grossesse. Et pendant la grossesse, ben, moi, j'apprends à mes patientes à régler elles-mêmes leur traitement. Donc, si elles sont sous T3, T4, Tyrell, par exemple, et puis que tout à coup, elles redeviennent frileuses, morale bas le matin, perte de cheveux, etc., ben, je leur dis d'augmenter le traitement jusqu'à ce que les signes disparaissent. Ça se fait en 2-3 jours. Maintenant, en post-grossesse, ben, de nouveau, c'est l'évolution clinique qui va faire que la patiente va adapter son traitement, également biologiquement. Donc, moi, je contrôle la T3 et je vérifie un peu tout en post-grossesse. Donc, il n'y a pas de timing prédéterminé. Maintenant, également, il faut quand même savoir que pas mal d'hypothyroïdies, peut-être à 10-15%, vont disparaître
Donc, en gros, je mets sous traitement hormonal, plus réguler tous les micronutriments, etc. Et puis, la patiente, elle me dit, écoutez, madame, docteur, avec un Eutiral, j'ai des palpitations, nervosité, diminuez-le, diminuez un demi. Et puis, elle diminue avec un quart, j'ai toujours des problèmes. Arrêtez-le, c'est votre thyroïde. Donc, c'est votre hypothyroïde résolue grâce à la micronutrition et la nutrition. Ça peut arriver, mais ce n'est pas le plus fréquent. Une question d'Anne. Comment faites-vous si la femme est hyper-œstrogénique mais a un antécédent de cancer hormonodépendant? Alors, hyperœstrogénie, il faut trouver la cause. Alors, je fais faire une échographie du petit bassin et je vois s'il n'y a pas un kyste ovarien ou un cancer ovarien. Parce que l'hyperœstrogénie, alors j'ai même eu des cas comme ça chez des femmes ménopausées, donc bien équilibrées, tout va bien, et puis tout à coup, signe d'hyperœstrogénie, les seins qui gonflent, qui font mal, eh bien, échographie du petit bassin, on tombe sur des kystes ovariens sécrétants, autosécrétants. Et il faut toujours, évidemment, dans ces cas-là, être très méfiant. Donc, si elle est ménopausée, fait une ovariectomie. Si elle n'est pas ménopausée, au moins y aller voir par la laparoscopie et vider le kyste. Donc, une hyperœstrogénie, il faut trouver la cause. Ça n'arrive pas comme ça. Merci. Une question de Fatima. Quel bilan dans un couple pour la fertilité? Oh là, je peux vous en parler pendant 2 heures. Mais alors j'ai déjà ce que j'ai mis tout à l'heure pour la femme, c'est déjà avec les tombes. Ben, voilà, on avait œstradiol, progestérone, zinc, coenzyme Q10, DHA. Ça, la DHA, ben, c'est une cause majeure d'hypofertilité. Eh ben oui. Voir s'il n'y a pas de l'endométriose, un micropolykystique. Alors chez l'homme, il faut voir les vitamines B, le coenzyme Q10, le zinc, aussi la thyroïde peut jouer également chez l'homme et également faire un spermogramme. Donc ça, c'est très important. Également, chez un homme, la combinaison carnitine, l'acylcarnitine peut régler pas mal de choses. Mais donc chez l'homme, faire un spermogramme et voir ce qu'il en est. Maintenant, si on a un homme qui est en début d'anthropose, qui est complémenté en testo, le fait qu'il prenne un testo par l'extérieur peut freiner la sécrétion de l'hypophyse, de LH et de FSH, et on n'a plus de stimulation de la spermatogénèse. Donc c'est une cause d'hypofertilité que je rencontre de temps en temps. C'est les patients hommes qui ont un bon taux de testo parce qu'ils en prennent en gel et de ça, mais à ce moment-là, pour redevenir fertile, ils doivent diminuer la testo pour que la LH-FSH monte et qu'il y ait une stimulation de la maturation des spermatozoïdes. Une question de Michel. Quelles sont les doses à donner de vitamine A sans danger pour le foie? Alors, je dois vous avouer que je ne sais pas. Donc, moi, je calcule en nombre de gélules d'huile de foie de phyton de morue. Je ne connais pas les doses et je me base par rapport au bilan sanguin que je fais et je vise au-dessus de 80 et 100. Alors maintenant, la toxicité de vitamine D, de vitamine A sur le foie, on en parle beaucoup. J'en ai jamais rencontré, sauf dans des cirrhoses débutantes où on a une non-métabolisation de la vitamine A. On peut avoir des taux de vitamine A qui montent en flèche. Ça, c'est un signe d'insuffisance hépatique. Mais franchement, si j'ai une vitamine A qui est basse à 30-40 avec des signes cliniques, sécheresse de peau, mauvaise vision nocturne, hypothyroïdie également, puisqu'elle sert, ben, je donne en froid de morue, je donne 4-5 gélules et puis je vérifie quelques mois après le taux. Mais j'utilise plus les vitamines A en gouttes, ça marche pas, vraiment. Une question de Béatrice. Quelle dose de Thyral donnez-vous en moyenne et l'associez-vous à d'autres compléments alimentaires? Mais je dirais en moyenne, la moyenne, c'est un comprimé par jour. Et ça peut aller de 1/4 à 3. Dans le cas de thyroïdectomie totale ou d'Hashimoto au stade ultime, il n'y a plus de thyroïde. Et je le répartis sur la journée. Donc, je le répartis en une dose matin, une dose midi, une dose le soir. Très souvent, pas toujours. Et c'est le patient qui suit sa clinique. Et c'est lui qui va ajuster son traitement en fonction de sa clinique. Ils sont les signes d'hypo que j'ai listés dans la consultation. Il a la feuille et les signes d'hyper qu'il ne peut pas avoir. Maintenant, si le patient passe de Paris en Laponie, moins 30, et puis il va dans le Sahara, plus 40, son traitement change complètement, du jour au lendemain. C'est comme le chauffage, on ne met pas le même chauffage par moins 30 ou plus 40. Merci. Deux questions qui se rejoignent. La première, pourquoi les traitements thyroïdiens sont-ils contre-indiqués pendant la grossesse?
Et l'autre question, c'est que pensez-vous de la contre-indication de l'Euthyral pendant la grossesse? Alors ça, j'adore, merci de me poser la question. Cette notice qui figure sur la boîte, c'est une protection de la firme de Merck vis-à-vis d'un éventuel procès qu'on pourrait faire si une patiente sous Euthyral avait quelques soucis que ce soit et tombe sur un bon avocat qui peut la défendre. Donc en fait, c'est d'une stupidité extrême. Alors j'ai souvent la question, une patiente tombe enceinte, elle m'envoie un mail, j'ai ça toutes les semaines, docteur, je dois arrêter mon traitement, c'est mis sur la boîte, madame, si vous voulez avoir une fausse couche, arrêtez-le, voilà, et vous aurez probablement une fausse couche. C'est faux, c'est une notice débile, mais c'est une simple protection juridique. Merci. Une question d'Edouard. L'iode est-elle stockée et si oui, quelles sont les réserves? Parle-t-on de quelques jours, de quelques mois? Je ne sais pas répondre, impossible. Alors il y a un collègue français qui s'appelle Cosrat, Didier Cosrat, qui connaît ça super bien. Vous tapez son nom, vous allez avoir plein d'infos. Mais je ne peux pas vous dire où il est stocké et je ne peux pas vous dire. Donc ça, je ne sais pas vous dire. Non. Une question de Michel. Les nodules sur la thyroïde, que faire? Alors, j'ai publié un article là-dessus il y a 25 ans. Eh bien, simplement, un nodule thyroïdien, il faut une échographie, voir la tête qu'a le nodule, voir s'il y en a d'autres. Alors, si c'est un nodule unique chez un homme, attention, ça peut être un cancer thyroïdien. Nodule unique chez la femme, ça peut être cancéreux, moins souvent que chez l'homme. Et s'il y a une multinodule, une thyroïde multinodulaire, il n'y a quasi jamais de cancer là-dedans. N'empêche qu'il faut faire une échographie, et si le nodule fait plus d'un centimètre et demi, grosso modo, cytoponction, il faut piquer dedans pour voir s'il n'y a pas un cancer. Ce qu'on appelle une prolifération folliculaire, qui est le signe qu'il pourrait y avoir un cancer dedans. Et surtout, voir l'évolution. Donc, moi, je refais une échographie. Si c'est un nodule d'un centimètre, deux centimètres, je refais une écho, je dirais 2 ans après, 1 an ou 2 après. Si le nodule prend du volume, piqué, donc cytoponction. Et éventuellement, moi, si j'ai un nodule qui fait 1 centimètre et demi, 2 centimètres, qui grossit, moi, je veux convertir ma thyroïde tout de suite. Enfin, du moins, la partie où il y a le nodule. Techniquement, retirer une thyroïde partiellement, c'est acrobatique. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs nodules répartis, il faut me faire une subtotale parce que réintervenir sur un site de thyroïdectomie, c'est techniquement très difficile parce que ça colle, on n'a plus de plan de dissection. Et donc, faire attention, quand on opère une thyroïde, il faut vraiment retirer toute la partie de la thyroïde nodulaire et ne laisser que les bordées latérales qui protègent les nerfs récurrents. Mais ça, c'est des problèmes de technique de chirurgie. Et voilà. Mais un nodule, en gros, on peut considérer qu'il y en a 15 à 20% des gros nodules plus d'un centimètre qui peuvent devenir cancéreux. C'est jamais, sauf les anaplasiques qui sont rarissimes, les cancers graves. On ne meurt pas de ça. Et un autre truc également que je vous donne, c'est que quand je travaille en cancéro dans les années 80, à l'Institut Bordet à Bruxelles, c'est un centre qui fait partie de l'ERTC, donc un centre de référence cancéro, on avait des patients avec des nodules d'1 centimètre, 1 centimètre, 2 centimètres. On les mettait déjà sous T4. Pourquoi? Donc T4, on thyroïde inactive, pour freiner la TSH, pour avoir des TSH indétectables à 0,0. Parce qu'on évite beaucoup de cas de prise de volume des nodules et d'intervention si on met la thyroïde au repos. Donc la TSH est écrasée, la thyroïde au repos, le nodule, souvent, on le voit d'ailleurs disparaît, enfin, ils font, il réduit le volume. Par contre, si on a un patient qui a une TSH élevée, ben, on stimule la croissance de la thyroïde et du nodule, et donc on a plus de risque de devoir intervenir. Une question de... Pour moi, c'est la seule indication de T4. C'est un nodule thyroïdien et on veut mettre la thyroïde de repos. C'est quasi la seule indication. Une question de Soraya. On parle souvent du lien entre hypothyroïdie et obésité, mais peut-on être en hypothyroïdie et être très mince? Tout à fait, c'est mon cas. J'en ai plein comme ça. Donc, il ne faut pas nécessairement être gros. Donc, être gros quand on est hypothyroïdien, pas du tout. Et simplement, la T3 fait partie des nutriments mitochondriaux. Donc, mitochondrie, production d'ATP, nécessite de la T3, nécessite du cortisol, nécessite plein de choses. Donc, si on est en manque de cortisol, de T3 et de coenzyme Q10 et carnitine et ça, on grossit. Et en plus, on est fatigué puisqu'il n'y a pas d'ATP. Et c'est la médecine mitochondriale qui est hyper passionnante, parce que ça explique des maladies comme la fibromyalgie, la fatigue chronique, etc. Eh bien, en gros, il faut régler tous les nutriments mitochondriaux. Il y en a une trentaine pour que la mitochondrie refonctionne, en fait. Et alors, également, le substrat de la mitochondrie pour la synthèse des stéroïdes, donc cortisol, DHA, hormones féminines, c'est le cholestérol. Donc, il est logique que si la T3 est basse,
la mitochondrie fonctionne moins bien, donc le cholestérol, qu'est-ce qu'il fait? Et on n'a plus besoin de lui, il monte, hein, puisqu'on n'utilise plus à faire des stéroïdes. Ce n'est pas le seul mécanisme, mais c'est un des mécanismes qui explique l'hypercholestérolémie. Le deuxième étant l'hypofonctionnement du foie. Alors, deux questions de Martine et de Marilia qui se rejoignent concernant ta remarque tout à l'heure où tu déconseilles le gluten. Elle demande si c'est aussi valable si on parle de farine de blé ancien. Bon, c'est différent, évidemment. Les blés ancestraux, le sarrasin, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas une religion, hein, mais vraiment, croyez-moi, quand c'est tous les jours, je vois ça, tous les jours, des patients disent merci d'avoir insisté pour écouter, j'ai arrêté le gluten et enfin, mon ventre, je ne le sens plus, je ne ballonne plus, hein, je fais mon petit caca régulièrement, hein, je ne suis plus constipé. Enfin, voilà. Mais c'est d'une évidence, mais voilà. Et il y a des patients qui ne veulent pas. Ils veulent bien bouffer des pilules, mais ils ne veulent pas changer d'alimentation, ils ne veulent pas tous les jours marcher un petit peu, faire un peu de sport. Je suis désolé, moi je ne suis pas un magicien, mais je leur dis allez embêter quelqu'un d'autre. Une question de Marc, dosez-vous encore les IgG alimentaires? Pensez-vous que c'est inutile ou pas? Et quel bilan intestinal faites-vous? Alors je le fais, j'en fais au moins 5-6, donc, qui sont en fonction de l'anamnèse, hein, mais disons, je fais d'office produits laitiers, gluten, les œufs également. Donc, mais non, tout le temps, c'est un résultat positif, je dis aux patients, vous voyez, hein, regardez là, oui, j'avais raison. Hein. Et maintenant, si tout est négatif, je dis, vous savez, la plupart des cas, les IgG ne bougent pas. Et c'est vrai. Donc voilà, donc je l'ai fait, mais je ne me, voilà, mais je ne me braque pas là-dessus. C'est pas parce que j'ai l'IgG négatif, que j'ai une zonuline qui est négative, que j'ai une LBP qui est négative, que je réfute le diagnostic de dysbiose. Alors, une question d'Amel. Résultat d'analyse TSH-US à 6,34, T4 libre à 6,99. Pas de T3. Oui. Alors, Pas de T3 car recherche refusée par le médecin. Tyronate depuis 3 mois, plus traitement de la dysbiose, mais TSH toujours élevé. Avec alors, régime sans gluten et sans lait, que faire? une TSH au-dessus d'1,5, c'est 99 fois sur 100 une hypothyroïdie. Maintenant, j'ai parfois, rarissime, de façon rarissime, des patients qui sont 1,8, 1,7, qui ne sont pas en hypo. Alors, la T4 à 6, ça c'est une hypothyroïdie, mais profonde par manque d'iode. Donc, la T4 devrait être au moins au-dessus de 13-14. Et donc, cette patiente n'a aucune chance d'avoir cette T3 puisqu'il n'y a déjà pas de T4. Donc, comment voulez-vous qu'elle fasse un T3 à partir de là? C'est vrai que certains laboratoires, ils disent, ben voilà, vous avez votre TSH, votre T4, eh bien, on ne fait pas la T3, sinon ça charge du patient. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Le patient va quand même râler pour 15 euros ou, je sais pas, ou 10 euros de dosage de T3, et la T4, ben voilà, dans ce cas-ci, oui, elle montre qu'il y a un manque d'iode, donc c'est une hypothyroïdie profonde. Et ce n'est pas que du tyronate qu'on va régler cette hypothyroïdie-là. Voilà, je suis désolé, hein, mais ce n'est pas suffisant. Donc, c'est une hypothyroïdie à traitement hormonal, ou au moins, moi j'essaierai dans un premier temps, si c'est un thérapeute qui n'est pas médecin, qui n'a pas accès aux prescriptions hormonales, j'essaierai au moins le GTA forte de chez Biotix, qui est un extrait thyroïdien, censé être sans T3, mais il y en a dedans. C'est pour ça qu'il marche si bien. Il marche une fois sur 3. Une question de Joséphine. Peut-on donner le Tyronate plus en plus de l'Euthyral pendant la grossesse lorsque la patiente est en hypothyroïdie d'Hashimoto? À Oui, quel dosage et faut-il augmenter en postpartum? je ne sais pas, il faut voir quel est son taux de zinc, son taux de sélénium, son taux d'iode. C'est pour ça que je mets le Tyronate plus. Je n'ai jamais mis si, je mets le Tyronate plus en première intention quand j'ai le patient qui arrive, mais une fois que j'ai accès à mes dosages sanguins, ben le Tyronate, ça peut arriver, mais c'est rarissime. Tiens, il a un sélénium au-dessus de 120. Tiens, il y a un iode urinaire à 300. Tiens, il y a un zinc qui est à 110. Ben à ce moment-là, je retire le Tyronate, ou bien je diminue un par jour. Mais ça n'arrive jamais parce que, je dis, le sélénium, on a un sélénium correct à des taux santé que chez les patients qui mangent tous les jours une poignée de noix noisettes amandes du Brésil. On a des zinc actuellement qui sont dans 90% des cas, ou au moins 80, trop bas. Des iodes, on a 60 à 80% de carence. Donc en gros, quand on prend du tyronate,
Mais même sans prise de sang, c'est à juste titre. Et pourquoi est-ce que j'ai arrêté chez cette patiente qui a une grossesse son iode, qui va donner plus de neurones à son gosse? Pourquoi j'ai arrêté son zinc? Pourquoi j'ai arrêté son sélénium? Et donc, je préfère avoir un taux sanguin, mais si voilà. Et je le mets en plus de mon utérale, évidemment, puisque l'iode sert à d'autres choses que la thyroïde, le zinc sert à plein d'autres choses que la thyroïde, et le sélénium sert à pas avoir de cancer, à avoir moins de cancer du sein, de la prostate, et moins de risque de diabète de grossesse. Donc ça, il y a un lien très étroit aussi entre le taux de sélénium et le risque de diabète de grossesse. C'est très, très, très important. Une question de Karen. Quelle est la relation entre thyroïde et surrénal? Ah bah alors là, c'est tout un chapitre. Voilà, la conversion de T4 en T3 peut se faire trop vite si on manque de cortisol. Donc, on sont des patientes qui sont en profonde hypothyroïdie, elles ont 15, 20, 25, 36 hypothyroïdie. On donne de la, par exemple, le Chiral, T3, T4. Alors, je voudrais quand même expliquer quelque chose avant d'aller plus loin. La T4, c'est le mazout de la cuve à la maison. Il faut avoir 5 millilitres, 10 millilitres, 20 millilitres de mazout chez vous. S'il n'y a pas la petite lampe qui est allumée dans la chaudière, hein, la veilleuse, c'est qu'il y a la T3. Vous pouvez danser sur votre tête, la T4 ne va jamais servir à quoi. Donc le mazout ne va servir à rien. Donc il faut toujours donner, et il faut veiller que la veilleuse soit là et qu'il y a assez de mazout dans la cuve. Donc donner de la T4 seule, hein, alors que la veilleuse est éteinte, je ne sais pas comment ça peut marcher. Ça, c'est la première remarque. Deuxièmement, la conversion de T4 en T3 est cortisol dépendant. Donc, si on n'a pas assez de cortisol, la T4 vient trop vite T3. Donc, on a le patient, on lui donne de l'Eutiral, on lui donne même du lévothyrox. Et puis, parfois sans cortisol, la T3 monte trop vite. Donc, tout le patient est immédiatement en hyperthyroïdie. Palpitations, nervosité. Votre saloperie, docteur, j'en veux pas. Je me sens tellement mal avec. Et ça, c'est un manque de cortisol. Et donc, c'est là le lien entre surrénal et thyroïde. Par contre, un excès de cortisol, un stress très important, va donner un manque de conversion de T4T3. Donc, le patient va voler en hypothyroïdie, en plus de voler en burn-out. Alors, une question de Monique. Combien de gouttes de Dénat 2000 un adulte doit-il prendre par jour? Moi, un patient arrive en consultation, je n'ai pas de dosage, j'ai rien, il reçoit 10 minutes. Donc, si c'est Dénat 2000, il reçoit 5 gouttes. J'associe toujours la K2, donc je donne également de la K2. Voilà, donc c'est 10 000 d'office pour un adulte. Un gosse, en gros, je donne 1000 par 10 kilos. Et puis, je vérifie la biologie. Oui, je vois la biologie après. Alors, il y a des patients qui ont des anomalies génétiques de l'absorption de la vitamine D. Et j'ai des patients, j'en connais un seul patient, il est à 25 000 unités de vitamine D par jour pour avoir des taux qui approchent les 70. Il y a parfois une petite patiente toute sèche qui fait 38 kilos, évidemment, elle aura besoin de moins de vitamine D. Elle aura peut-être besoin de 4 000, 5 000 unités. Si j'ai quelqu'un qui fait 150 kg, qui a beaucoup de graisse, il aura besoin de beaucoup plus, puisque la vitamine D va aller se perdre dans le tissu gras et va servir à rien. C'est une des causes, pour moi, majeures de décès par Covid des patients obèses. C'est que la vitamine D, ces gens-là, est encore plus effondrée que chez les autres, parce qu'elle va dans le gras, et le corps ne sait plus en servir comme régulateur de l'immunité. Et voilà. Donc, ça dépend des dosages sanguins, du poids du patient, mais en moyenne, quelqu'un qui fait, je dirais, entre 50 et 80 kg, avec 10 minutes de vitamine D, vous ne pouvez pas lui faire bien du mal. Mais toujours associer la K2, parce que la K2 permet d'empêcher la calcification du tissu mou, donc calcul vésiculaire, calcul rénaux, calcinose articulaire, artérosclérose. Hein, l'artérosclérose, c'est dû à du calcium, hein, ce n'est pas le cholestérol, hein, c'est le calcium qui se dépose, et puis le cholestérol n'arrive qu'après, ce n'est pas lui qui est en cause. Et donc, voilà. Donc toujours associer vitamine D et K2. Merci. Une question de Waïda. Quel est le taux correct d'iode chez un homme de 50 à 60 ans? Je n'ai pas compris. Le taux de... Le taux d'iode chez un homme de 50 à 60 ans. Moi, je vise au niveau sanguin. Alors, désolé, je ne connais pas les unités par cœur. Je vise des taux au-dessus de 150 à 200. Voilà, donc, alors, les unités, pour ça, je peux vous les retrouver. J'ai plus un problème avec les unités. Je vais dire ça tout de suite. Alors, Waïda complète que chez cet homme, la TSH est à 0,24 avec T4 et T3 en valeur correcte, pas de signe d'hyper ni d'hypothyroïdie. C'est très bien. Moi, mes patients, ils sont, je dirais, 95 fois sur 100 avec des TSH à 0,0 quelque chose. Donc, une fois qu'on a cette T4 dans le traitement, on a un rétrocontrôle sur la sécrétion de TSH au niveau hypophysaire qui fait que la TSH devient indétectable.
Alors pour l'iode, désolé pour les unités, donc l'urine du matin, je sais qu'Osrap lui dit, c'est plus fiable sur 24 heures, c'est des microgrammes par litre, voilà, 150. Moi, je dis au-dessus de 150 à 200 microgrammes par litre. Donc une TSH à 0,1, 0,2, 0,0, c'est parfait. Et malheureusement, j'ai encore eu le cas d'une patiente dans cette qui s'est vu refuser une anesthésie générale pour une intervention orthopédique parce que, alors qu'elle était sous GTA, donc ce n'était pas hormonal, c'était un complément alimentaire, elle avait une TSH à 0,01 et cliniquement, elle allait super bien, elle a perdu ses 15 kilos de trop, elle diminuait, enfin, 0 d'hypothyroïdie, l'anesthésie, je dis, madame, vous êtes en hyperthyroïdie. Elle a ni palpitation, ni nervosité, ni tremblement, rien du tout. Et donc, voilà, quand on connaît mal la médecine, les bêtises qu'on fait, on refuse une patiente d'anesthésie alors qu'elle va super bien et qu'elle a un traitement optimal. Question de Sylvie. Quel traitement préconisez-vous pour des nodules sur la thyroïde avec une TSH à 3,46? Bah déjà, faire baisser la TSH, c'est impératif. Alors, comment se fait baisser une TSH avec la T4? Maintenant, voir cliniquement, c'est l'hypothyroïdie. Maintenant, ces nodules, est-ce qu'ils sont cancéreux, est-ce qu'ils ne sont pas cancéreux, est-ce qu'ils prennent du volume ou pas? Donc, mise au point à faire, échographie, contrôle, cytoponction. Alors, je ne parle plus de la scintigraphie. Pourtant, avant, on en demandait beaucoup, scintigraphie au technétium, pour voir si le nodule est froid ou chaud. Ça a quand même son intérêt. Quand j'ai un nodule qui a quand même 2, 3, 4 cm, je demande volontiers une scintigraphie au technétium. Si le nodule est froid, ben là, ça renforce la suspicion de cancer thyroïdien. Maintenant, on voit aussi l'écho, s'il y a une effraction de la paroi du nodule. Mais donc, voilà, une TSH aussi élevée, elle est en hypothyroïdie et elle stimule, elle est en train de stimuler sa thyroïde à faire quoi? À faire grandir ses nodules. Donc, il faut faire baisser la TSH. Une question de Patricia. Si dans les symptômes de l'hypothyroïdie, il n'y a pas la constipation, peut-on donner thyronate et cofacteurs si nécessaire? Répète la question, désolé. Alors, si dans les symptômes de l'hypo, il n'y a pas la constipation, peut-on donner thyronate? Ben oui, quel est le rapport? Non, je ne vois pas le rapport. Bon, la constipation, c'est toujours lié soit à une dysbiose, soit à un manque de T3, soit à un manque de magnésium. Bon, mais on n'a pas dans 100% d'hypothyroïdie la constipation. Donc, c'est un signe qui peut manquer, tout comme le surpoids, hein, tout comme la perte de cheveux ou le fragile, ça peut manquer. Donc, il n'y a pas de rapport. Le thyronate, de nouveau, c'est un truc génial. J'en prescris énormément, mais ça sert à combler un manque d'iode, un manque de sérum, un manque de zinc. Et on a une plante qui stimule la thyroïde, qui est le gugule, qui est génial. Mais voilà, ça ne marche pas pour tout, hein, loin de là. Alors, pour revenir sur le point sur le gluten, on a parlé des anciennes variétés de blé. On a plusieurs personnes qui nous demandent si le petit épeautre est OK. Alors, le petit épeautre, ça me semble une solution qui est souvent bonne. Voilà, donc, la plupart des patients n'ont plus de problème avec le petit épeautre, ce qui n'est pas le cas avec l'épeautre. Une question de Frédéric. Comment traitez-vous les thyroïdites infectieuses de Kervin, sachant qu'on a des alternances hyper-hypo? Faut-il seulement gérer l'inflammation au départ? C'est-à-dire que le Kervin, pour moi, c'est une thyroïde en fin de parcours, hein, qui se fibrose. Et c'est vrai qu'on peut avoir des up and down en sécrétion. Alors, dans certains cas de dysthyroïdie importante, j'en ai eu 2 ces dernières années, c'est des patients qui passent de hyper à hypo et on n'arrive pas à gérer le truc. Eh bien, on n'a qu'une solution, c'est de faire disparaître cette thyroïde, soit par iode réactive, soit par chirurgie. Ça peut arriver, malheureusement, mais c'est rarissime. Souvent, le Kervin, voilà, la thyroïde dégénère et puis on supplémente ce que la thyroïde ne fait plus en T3, T4. Alors, pour une personne présentant des signes d'épuisement suite à beaucoup de stress, comment faites-vous pour savoir s'il faut d'abord traiter l'épuisement surrénal ou la thyroïde? Bah, je pose des questions. Et donc, en gros, si c'est un épuisement surrénalien, il faut savoir que le dosage du cortisol, c'est comme on le dit, bullshit. Donc, ça veut dire que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On devrait pouvoir doser le nombre de récepteurs de sensibilité, c'est le dosage qu'on n'a pas en clinique. Donc, le cortisol libre du matin, en Belgique, on le fait, en France, on ne le fait pas. Ça peut être intéressant. Le cortisol salivaire, certainement. Donc, on donne le cortisol salivaire au lever, puis on le dose encore 1 heure après pour voir
le quart, donc le montée du cortisol pour une dose à midi et en fin de journée. Mais le problème, c'est fastidieux. Il faut récolter de la salive 2 fois par jour. Il faut encore savoir interpréter ce truc-là. Donc, moi, je pose des questions. Coupons pour le repas midi. Compulsion pour le sucre et le sel, les chips, par exemple. Hypotension. Un coup de stress. Est-ce que ça vous fatigue extrêmement après? Je supporte plus le stress. Euh, euh, Docteur Distel, ces femmes en manque de cortisol. Ça me déprime d'être aussi fatigué. Douleur. Toujours une douleur quelque part. Au niveau de l'articulation, d'un muscle, toujours un bobo quelque part. C'est des signes de manque de cortisol. Et donc, ben là, est justifié les plantes stimulant le cortisol. Mon numéro 1, c'est la ashwagandha, hein, qui est génial. Et j'utilise également le cortinate, hein, qui contient du mulpina, qui contient réglisse, etc. Mais malheureusement, il y a des surrénales qui sont, comme les miennes, en bout de course depuis longtemps. Ben, il faut parfois donner méthylprète, hydrocortisone. Mais disons, dans un premier temps, la phyto peut rendre de grands services. Ça n'agit pas tout de suite, il faut des semaines, des mois. En hormonaux, en 24 heures, on a la solution. Le patient, tout de suite, il va bien, quand on donne ce qu'il faut. Quand j'ai un patient qui est grandement hyposurrénalien, hypothyroïdien, je donne d'abord, pendant quelques jours, le cortisol, et puis j'enclenche le traitement thyroïdien après. Sinon, il ne va pas supporter. Alors, une question d'Isabelle. Que pouvons-nous donner si HCl+ et Enzymap ne suffisent pas en cas pardon. Que pouvons-nous donner si HCl+ et Enzymap ne suffisent pas en cas d'hypothyroïdie? Le test au bicarbonate est supérieur à 15 minutes. Je montrais le HL, je le montrais très fort. Je n'ai pas d'autre solution. Donner du vinaigre en plus dans leur repas. Et de nouveau, monter la T3 si elle est basse, parce que c'est la première cause. Moi, en fait, quand je donne de l'acide chlorhydrique et des enzymes digestives, je dis aux patients, vous devez apprendre à gérer ça vous-même. Si vous avez face à vous un festin, prenez-en 3, 4, 5 d'enzymes. Prenez l'HL en forte dose. Si c'est un petit repas avec 2 œufs, de la salade, donc un petit déjeuner très light, à ce moment-là, vous en prenez moins. Donc, c'est le patient qui doit aussi apprendre à se connaître. Voilà. Et gérer son apport en enzymes, en acide en fonction de ses sensations. Une question de Karen. Comment agir si la déionidase est génétiquement défaillante? Et ben simplement, voilà, donner de la T3. Donner de la T3. Parce que c'est des UDAS déficients, ils ne transforment pas la T4 en T3, tout simplement. Donc c'est un cas où la T3 est fondamentale. Et il y a beaucoup de variances génétiques. Hein. J'ai fait une étude là-dessus pour une conférence que je n'ai pas encore donnée d'ailleurs, à cause de ce Covid qui a fait que je n'ai pas pu la donner en live à mes collègues. Mais voilà, c'est un problème très, très, très fréquent. Il y a quelqu'un qui a super bien ça, c'est mon collègue Georges Mouton. Georges Mouton, il connaît super bien ça. Il a vraiment fait pas mal de recherches là-dessus. Et lui, il dose d'office chez tous ses patients hypothyroïdes, il dose la désioïdase. Les variants génétiques de la désioïdase, pardon. Une question de Nadine. Comment arrêter un traitement au lévothyrox donné sans raison, et cela depuis 20 ans? C'est-à-dire que moi, je pose souvent la question aux patients, tiens, voilà, vous êtes sur lévothyrox 150 par jour. Bon, quand vous l'arrêtez, qu'est-ce qui se passe? Et souvent, parce que ça m'est déjà arrivé d'oublier qu'il ça ne change rien. Mais pourquoi vous le prenez alors? Voilà. Moi, quand un patient sous lévothyrox 100, par exemple, avec 15 vaccins hypothyroïdie, qu'est-ce que je fais? Je passe du jour au lendemain à Euthyral. Il y a aussi 100 microgrammes de T4 dedans. Il y a de la T3 dedans. Et puis, voilà, maintenant, le deuxième jour, donc le lendemain, donc croquer sous la langue, laisser fondre sur la langue longtemps avant le petit déjeuner. Et le lendemain, faites un petit bilan de vos signes d'hypo. Et puis le patient, il va faire son bilan. Il a, par exemple, c'est 15 signes d'hypo. Il va dire, tiens, je suis un peu moins fatigué le matin. Au lieu de 3 cafés, il m'en faut plus qu'un pour démarrer le matin. Tiens, ma bague, au lieu de la mettre à 10h, à 11h du matin, à 9h, je peux la mettre. Mon doigt déjà dégonflé. Tiens, mon moral en journée, il est moins un peu down. Tiens, je suis plus d'énergie. Enfin, mon moral va mieux de ça. Et puis, je lui dis, puis vous ajoutez à ce moment-là un quart de comprimé, par exemple, le midi ou le soir. Et puis, vous mettez, par exemple, un le matin, un quart le midi, un quart le soir.
Vous levez le matin encore avec les yeux gonflés, il faut encore un café pour démarrer, mais prenez-en plusieurs demi le soir. Et c'est le patient qui va arriver à gérer son traitement petit à petit. Donc le lévothyrox ou le thyrox, n'importe où, ou T-CAPS, il arrête du jour au lendemain, il shift directement vers le Tiral, dans lequel on a le mazout et on a la veilleuse de la chaudière. Question d'Isabelle. Une hypothyroïdie peut-elle être à l'origine d'un asthme développé vers 47 ans chez une patiente sans antécédent allergique, mais en préménopause? Je ne peux pas répondre à cette question-là. Je peux pas répondre. Une question de Karen. Comment optimiser le fonctionnement des récepteurs à T3? En ayant des taux optimaux de vitamine D, de vitamine A, en n'ayant pas de dysbiose intestinale, en ayant des taux optimaux d'oméga 3 et d'oméga 6 GLA, DGLA. Et ça m'arrive, hein, j'ai des patients qui ont des superbes T3, ils sont au-dessus de 5,2, ils ont plein de signes d'hypo, et puis c'est toujours, la solution, c'est toujours à ce niveau-là, c'est toujours au niveau des nutriments qui font qu'on a une bonne circulation cellulaire. C'est le même, D, A, les omégas et la flore. Alors j'ai des cas exceptionnels, j'en ai eu un il y a quelques semaines, le dernier c'était il y a 4-5 ans, patiente française d'ailleurs, tout était parfait, tout. Inefficacité de l'Utiral, donc même en montant les doses, il y a ces signes d'hypo, je suis sûr que c'était des signes d'hypo, c'était pas autre chose. Et là, j'ai dû passer aux extraits thyroïdiens naturels, donc c'est Herfa thyroïde ou Armor thyroïde, et parce qu'on a dans ces extraits de la T1, de la T2, thyroglobuline, et assez étonnamment, il y a des hypothyroïdies qui ne réagissent qu'à ces traitements-là, qui sont beaucoup plus chers, hein, ça vient des États-Unis et du Canada. Et dans certains rares cas, il n'y a que eux qui marchent. Alors moi, je suis sous ce traitement. Moi, je prends de l'RFA 125 le matin et je gère mes signes d'hypo en journée avec de l'Eutiral. Mais ça coûte un pont. Hein. Ça coûte beaucoup plus cher que la boîte à 3 euros de Tiral, évidemment. Une question de Lionel. Y a-t-il des causes d'hypothyroïdie dues à des aliments entrant en compétition avec l'iode, le sélénium ou autres au niveau de l'absorption intestinale? On parle de l'excès de crucifères qui peuvent être goitrogènes. Je trouve qu'il faut déjà y aller. Il faut déjà manger des kilos de salade par jour, hein, ou de crucifères. Mais sinon, non, je vois pas. Je vois pas. Mais non, j'aurais un doute quand même. J'aurais un doute quand tu as les graines non digestibles qui font. Quand elle a. Allez, c'est le psyllium. Je me méfierais quand même du psyllium quant à l'absorption ou le charbon actif, quant à l'absorption des nutriments. Une question de Valérie. Quelle est l'action du gugule dans Tyronate? Excusez-moi, répétez la question. Vous pouvez répéter la question. L'action du gugule dans Tyronate. Ah, je ne connais pas l'action. Je sais que ça marche, mais je ne connais pas le mot d'action. Non. Une question. Bonjour, que faire chez des patients avec T4L basse et T3L normale avec des signes d'hypothyroïdie? Qu'est-ce qu'on appelle T3L normal? Parce que je me méfie quand on me dit c'est normal. Voilà. Le nombre de fois on me dit tout, c'est comme genre, j'ai une patiente qui sait, je vais aller voir 2 diététiciennes. Nutrition, il ne faut pas y revenir. Tout va bien de ce côté-là. Hein, je viens pour les problèmes hormonaux. Je dis, madame, qu'est-ce qu'elle vous a dit de manger? Ben, le matin, tranche de pain blanc avec du Philadelphia dessus. Le midi, encore du pain. Et le soir, c'était, je ne sais plus quoi. Enfin, bon, donc, je me méfie quand on me dit c'est normal, c'est déjà résolu. Hein. Voilà. Et donc, la question, c'était T4 basse, T3 normale. Oui. Bah, il y a des gens qui transforment assez étonnamment bien leur T4 en T3, ça peut arriver. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est la clinique. Hein. C'est pas la prise de sang. C'est ce que le patient ressent. Est-ce qu'il est fatigué, trop gros, frileux, perd ses cheveux, constipé? C'est ça qui m'intéresse. Merci beaucoup Stéphane. Nous allons devoir bientôt clôturer ce webinaire.
Nous n'avons malheureusement pas pu traiter toutes les questions. Nous sommes à près de 130 questions reçues. Donc, j'invite les personnes qui le souhaitent à nous envoyer leurs questions à fmc, je répète, fmc@terrascience.com et nous les transmettrons à Stéphane. Oui, je répondrai. Je vous rappelle également que le replay du webinar sera disponible dès demain soir sur la plateforme e-learning TerraScience. Vous recevrez un mail avec le lien vers le replay dès la mise en ligne du replay, donc demain en fin de journée. Je vous donne également rendez-vous pour un prochain webinaire TerraScience lundi 7 décembre à 17 h sur l'accompagnement du bien vieillir par le docteur Jacques Bassier. Et je conclus, Stéphane, en te remerciant pour ce super webinaire, pour toute cette présentation hyper détaillée, toutes les réponses que tu as pu apporter. Et je Moi, te laisse le mot de la fin. je vais remercier quelqu'un qui m'aide pour toutes mes conférences, que j'essaie de l'originalité, de mettre des choses amusantes. Voilà, c'est Françoise Noël, donc c'est elle qui est à la base disons, moi j'amène la science, j'amène les faits, et puis elle met ça en musique, et elle me fait des diapos qui sont super. Voilà, donc je voudrais la remercier. Voilà, au revoir tout le monde. Merci à tous, au revoir.